Bon, on va faire comme on fait d'habitude. On va se poser des questions mutuellement, puis on va voir où est-ce que ça nous emmène. Mhm. Qui commence? Moi, je veux bien commencer. Vas-y. J'ai envie de dire honneur aux femmes. Parce qu'ici, on est féministe, donc la galanterie, tout ça. C'est bon, c'est parti. Bienvenue chez nous. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu dirais que avant qu'on se rencontre, tu pensais qu'il était possible d'avoir une relation intime épanouie ou tu avais déjà renoncé à cette éventualité? Quand tu dis épanoui, c'est de manière, épanoui à 100% où tout ce que moi j'ai envie de mettre sur la table peut être sur la table. Ouais, j'ai envie de dire sereine pour toi ou satisfaisante pour toi, quoi. Je m'étais fait à l'idée, quand on était une victime, il y a une partie de sa victimation qu'on gardait pour soi, en fait, qu'on pouvait pas partager. Et du coup, il y avait fondamentalement dans l'exercice de l'intimité, dans l'exercice du projet de couple, on savait qu'à un moment donné, on arrivait sur un mur, en fait. Mm. Quelque chose qu'on pouvait pas partager, alors que ça prenait beaucoup de place. Et donc, peut-être que quelque part, c'est fabriquer une dynamique à l'intérieur de laquelle j'essayais de laisser le moins de place possible, la place la plus petite à ma victimation. Et juste que quand tu dis que tu avais appris à pas laisser trop de place à cette victimation, est-ce que c'est quelque chose, tu as l'impression que qui a été intégré depuis ton plus jeune âge, depuis les premières violences, ou c'est quelque chose que tu as éprouvé ou que tu as développé avec le temps C'est-à-dire que tu as quand même à des moments essayé de mettre d'accorder plus de place à cette victimation et tu t'es pris des murs, donc tu t'es un peu rétracté en mode tortue ou Bah, je sais pas si ma question est claire. la Ouais, question est super claire, c'est un peu des deux, en fait. d'accord. Je pense que. Alors, il y a toute la période de déni, où je ne sais pas, j'ai été victime de violences sexuelles, et j'avance avec ça. Il y a la période où ça explose, donc là, j'en parle. Et rapidement, c'est aussi ma façon de faire. Moi, je suis intense quand je fais des choses, quand je creuse dans certaines directions, je creuse, je creuse, je creuse. Et c'est après que je me suis dit que peut-être j'encombrais la personne avec qui je vivais, les personnes avec qui je partageais de l'intimité, mes amis. Et donc, j'ai commencé à me dire, attention, tu prends trop de place auprès des gens, en fait. Sans forcément que elle ou eux te renvoient ça. C'est toi J'avais- tout seul en fait Ouais, qui j'avais pas vient besoin de fabriquer ça. ça. Et Ouais. après, et après j'ai eu des expériences où tu te rends compte que, tu sais, c'est ce vieil adage qu'il y a chez les hommes hétérocis, quoi. Si tu confies tes blessures, on va s'en servir contre toi. C'est pas comme ça que je vivais. Mhm. Mais les gens étaient tellement encombrés par ce que je racontais que des fois, ils le mettaient sur la table alors que c'était pas le sujet. Et ça leur donnait finalement, Un non genre de pas, pouvoir sur toi, voilà, quoi. du Ouais. pouvoir. Je veux dire, non pas un avantage, mais du Mhm. pouvoir sur moi. C'est un, c'est je tombais pas dans le panneau, mais j'avais accès au dispositif qui était mis en place et ça m'allait pas en fait. Ok. Donc ce réflexe de garder pour soi et d'en dire un peu moins, il est arrivé avec le temps, avec ma propre histoire. Et puis c'est à l'image de la vie, quoi. On expérimente des choses et puis après on se dit peut-être là j'en mets un peu moins. Et puis surtout, moi j'avais un désir de reconstruction qui était hyper fort et je savais que la façon dont je mettais la thématique de ma victimation au centre de ma vie pouvait pas être euh, rendu public de manière aussi frontale que je le voudrais en fait. Mhm. Ok. Donc, et c'est en ça qu'après mon travail artistique m'a aidé, parce que mon travail artistique arrivait pour donner une petite facette, un petit éclairage sur ce que moi je traversais, sans jamais être complètement complet, quoi. Il y a toujours cette Ouais. pudeur. Et du coup, moi, ça me renvoie à une question que moi je voulais te poser, un peu dans le même sens. Ouais. C'était par rapport à toi, ta victimation. Est-ce que, c'est vrai que les questions se ressemblent, mais est-ce que toi, avant notre histoire, est-ce que tu constates, plutôt, je vais reformuler, est-ce que tu constates un changement dans la place qu'occupe ta victimation dans ta vie au quotidien, dans l'histoire qu'on vit aujourd'hui, par rapport à tes histoires précédentes? Euh, c'est une bonne question. Je dirais pas que. Alors oui et non. Je pense que ma victimation a toujours occupé une place super importante, forcément, en fait, dans mon intimité, simplement de manière peut-être plus déguisée ou moins claire. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est très clair, tout est identifié, tout est parlé, dit en temps réel. J'ai l'impression que dans mes relations précédentes, fort chaotiques, c'est aussi quand même important de le préciser, c'était pas forcément identifié de la même manière, ou ça prenait pas forcément la même place. Ou moi, en tout cas, j'étais souvent en lutte avec l'autre personne pour que ça prenne de la place. Il y a un rapport de force qui s'instaurait, j'ai l'impression, sur mais si ma victimation, elle est importante et elle doit être entre nous aussi, elle doit être là, elle doit être dans l'intimité, alors que l'autre n'en avait pas forcément envie ou savait pas quoi faire de ça. Ou j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de ça par le passé. Aujourd'hui, enfin, ouais, je dirais plus que c'est le présent, quoi.
C'est qu'aujourd'hui, ma victimation, elle est traitée dans le présent, D'accord. alors qu'avant, elle était entremêlée avec du passé, du présent. Je savais pas trop. Elle m'encombrait moi-même parce que j'arrivais pas je la connaissais pas complètement, je pense. Aujourd'hui, je la connais, donc elle me fait moins peur, et donc elle me surprend moins. Et je pense qu'avant, dans mes relations passées, je pouvais me laisser surprendre par cette victimation qui pouvait prendre des formes, en tout cas dans les conséquences, les séquelles pouvaient prendre des formes qui moi-même me surprenaient. Et j'arrivais pas à gérer ça forcément. Et toi, dans l'expression de ta victimation, dans tes histoires antérieures, est-ce que tu as pu avoir l'impression qu'on te reprochait de vouloir donner tant de place à ta victimation, justement? Est-ce que c'était dit ou suggéré ou comment toi tu le vivais? Ah, ça dépend parce qu'il y a aussi, ça dépend vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très flattées que une pauvre femme fragile, victime, dépose sa victimation à leurs pieds et qui, comme tu parlais tout à l'heure, de récupérer quelque chose et d'en faire un outil de domination, un outil de pouvoir. Moi, je pense que j'ai été beaucoup là-dedans de personnes qui se sont emparées de ma victimation pour mieux me contrôler et me dire ouais, t'es de mauvaise humeur, mais en même temps, regarde, c'est normal vu ce que t'as vécu. Ah, tu n'as pas envie de rapport sexuel avec moi ce soir? Ouais, mais c'est parce que tu n'as pas encore fait le travail sur toi après les violences que tu as vécues. Et voilà, et c'est devenu un genre d'argument contre moi à des moments. Et que moi, bah, qu'est-ce que je peux faire face à ça, en fait? À part me dire, bah, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Et ça, c'est très mauvais parce que c'est une espèce de boucle qui s'alimente en permanence et t'arrives jamais à sortir de ce schéma-là, de dire, comme j'ai été victime de violence, j'ai du mal à faire confiance dans l'intimité, donc je dépasse ce truc, je fais confiance à quelqu'un dans l'intimité et cette personne utilise ce que je lui dis contre moi, entre guillemets, et ça y est, on s'en sort jamais, en fait. Donc c'est plutôt ça qui m'est arrivé, je pense. J'ai l'impression aussi que ce que je te disais, la connaissance de ma victimation a vachement évolué avec le temps. Enfin, j'étais pas la même à 20 ans qu'aujourd'hui, qu'il y a 10 ans. Et je pense que le fait que moi-même, je sois en train de chercher, je sois en quête en même temps, de manière simultanée, que je vis une relation intime, c'est quand même objectivement difficile pour l'autre. Quelle que soit la posture de l'autre, même si l'autre est quelqu'un de toxique pour moi et tout ça, objectivement, si j'essaye d'être la plus juste possible et la plus honnête avec moi-même, je trouve pas ça évident de vivre aux côtés de quelqu'un qui est en train de se réparer en direct, en fait. Et où tout peut arriver, où la personne que tu as rencontrée, avec qui tu as commencé une relation, elle peut ne plus être la même, ou avoir beaucoup bougé un mois après, et un an après, etc. Donc je trouve pas ça quand même évident. Enfin, je sais pas si toi, tu as cette expérience-là de la simultanéité de se réparer et en même temps de vivre une intimité. Enfin, moi, ça me semble impossible, en fait. On le fait tous et toutes, mais j'ai l'impression que c'est super difficile quand même de faire ça. Oui, c'est très très difficile parce que on est à la fois dans l'exercice du présent impacté par un passé super lourd et à la fois dans l'exercice d'un présent qui devrait être un peu plus serein et apaisé, quoi. Et pour moi, c'est on appelle entre nous les élans contraires. Ouais, C'est très difficile de faire les deux choses ensemble, mais en même temps, la société nous demande de faire les deux choses en même temps. Nous demande ouais. de nous nourrir correctement, d'être gentil avec les gens, de ne pas céder à la tentation de la violence, de se contrôler, mais pas trop. Enfin, il y a toutes ces choses-là, de manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Ouais. Donc on nous demande plein de choses, et c'est pas à toi, une femme dans cette société à qui je vais apprendre que les injonctions contraires Ah oui, oui, bah, c'est sont sûr. légion. Mm. Et en fait, quelque part, il y a aussi un truc où, dans la même période, on nous demande on parle de réarmement démographique, en fait. Il faut aussi faire des enfants, il faut transmettre. Donc, comment on transmet et comment on fait, déjà, comment on fait société, c'est-à-dire comment on échange avec les gens au quotidien avec ces traumas qui prennent de la place. Mm. Et c'est vrai que dans le cadre d'une relation intime, mener les deux de front, en supposant qu'il n'y en ait que deux, hein, mener déjà ces deux combats de front, c'est très très difficile. Ouais, parce qu'il y a des gens, enfin voilà, comme je dis, il y a des gens qui ont des enfants, des gens qui ont un travail, des gens qui ont plein de trucs, enfin une vie sociale et tout. Comment ça me semble, d'un point de vue énergétique, Ouais. ça me semble impossible en fait d'investir autant d'énergie, parce que la réparation, c'est quand même énormément d'énergie, quoi. Oui, moi je me fais souvent cette remarque quand je vois le temps et l'énergie qu'on met tous les deux au quotidien, tous les Ouais, jours, et comment à des moments c'est difficile. Je me dis, c'est clair. n'importe quel autre couple qui a une maison à entretenir, un travail, des enfants, des responsabilités, une vie sociale, des amis, tous ces espaces à l'intérieur desquels ils ne peuvent pas aborder ces questions-là, Mm. bah, j'ai envie de dire, si nous on met 6-7 ans à se réparer, des gens qui ont une autre vie et au centre de laquelle il y a autre chose, ils mettent combien de temps en fait? Ouais. Et, c'est, Ouais. et moi, c'est des moments de panique en fait. C'est-à-dire que quand il y a toujours ce truc-là, tu sais comment je suis, moi quand je passe une grosse étape, je ressens la pression, mais juste après en fait.
Et quand je passe une grosse étape et que je suis là, genre, waouh, c'est énorme ce qui vient de se passer, il y a quelque chose qui a bougé, qui est hyper important, il y a un truc qui me connecte automatiquement à toutes les personnes qui n'ont pas autant de temps et autant d'énergie à mettre là-dedans. Et Ouais. ça me terrifie. Et vraiment, ça. Et, euh, et je suis là et je me dis qu'il y a quelque chose d'injuste dans la façon dont fonctionne le monde, en fait. C'est-à-dire que tu peux être sur le sujet au maximum, même si on dit c'est bien de prendre du recul, etc. Ben, voilà, tu creuses, tu mets les mains dans le cambouis, tu travailles ces questions-là et tout. Et tu vois le temps que ça met à décoincer des choses, à détricoter des choses que les adultes t'ont mis dans la tête, par exemple, quand tu étais enfant, le temps que tu prends à Ouais, c'est tout clair. détricoter. Et tu te dis, et encore, moi je fais ça H24, 7 jours sur 7 depuis 10 ans, quoi. Et donc là, tu t'attrapes le vertige. Il faut pas trop, en tout cas pour moi, il faut pas trop rester dans cette zone-là parce que sinon, tu crois plus en rien, en fait. Ouais. Je pense que la société fait tout pour que tu t'occupes pas de toi aussi, hein. C'est quand même, enfin, tu parlais des injonctions, tout ce qui pose, enfin, sur les épaules des femmes, c'est quand même, enfin, tout est fait pour qu'elles ne s'occupent pas d'elles à cet endroit-là, ou alors qu'elles réparent d'abord leur conjoint Oui, mec hétéro avant de s'occuper vraiment d'elles. Et je pense qu'il y a une peur aussi du pouvoir que peuvent avoir les femmes réparées, en fait. Déjà, il y a une peur du pouvoir des femmes au sens large dans la société. C'est un autre sujet, on pourrait faire un autre podcast. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, moi, par exemple, je connais beaucoup plus de femmes dans les couples où il y a un des deux ou une des deux personnes qui a été victime de violence. On va dire que dans 90%, officiellement, dans des couples hétérosexuels, c'est la femme qui est plutôt victime, qui a été victime de violence par le passé. Et très souvent, elle prend en charge sa victimation, elle essaye de se réparer. Alors que c'est vrai que souvent, dans les couples où c'est l'homme qui a été victime, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Et aussi parce que pèse sur les hommes des injonctions. Le patriarcat, il fait du mal aussi aux hommes, hein. Il fait pas du mal qu'aux femmes. C'est ça le problème. Mais en tout cas, il y a ce truc aussi de qui va aller se réparer. Enfin, pour moi, c'est pour ça que c'est important de se réparer ensemble. Nous, on est un cas particulier puisqu'on est deux membres du couple à avoir été victimes de violence, à être survivants d'inceste. Donc, c'est particulier. Mais dans un couple où l'un des deux a été victime et l'autre ne l'est pas, c'est quand même important de traiter, entre guillemets, la victimation en tant que couple. Parce que forcément, elle est donc, enfin, elle impacte le couple, elle est à l'intérieur du couple, quoi. Elle est partout, tout le temps. Enfin, on le sait bien, puisque nous, on peut témoigner du fait qu'ayant été dans des couples précédents avec des personnes qui n'avaient pas forcément été victimes de violences sexuelles, on voit bien la place que ça a pris et comment ça a pu un peu tout casser. Okay. Même si on n'est pas forcément responsable de tout ce qui a raté. Mais je veux dire, en tout cas, évidemment, ça occupe une place. Tu crois pas? Ah, complètement. Et puis, tu sais, moi, c'est ce truc que je dis souvent, c'est-à-dire que les gens arrivent à imaginer une vie entière de violence au travail, dans les transports en commun, des agressions dans la rue, etc. Et se raconter, et on les aide à se raconter cette histoire, que dans leur intimité, dans leur sexualité, cette violence n'entre pas. Et ça, je trouve ça absolument incroyable de croire encore à ça aujourd'hui, en fait. De dire, et tout est fait pour que la confusion fonctionne, hein, et d'être dans la confusion et de croire que c'est goût sexuel, qu'on a besoin de ça pour s'exciter, de mélanger excitation et désir, par exemple. Ça, c'est chez les hommes hétérosexuels, c'est super classique, et je pense qu'il n'y a pas que. Et en fait, cette idée selon laquelle ma vie est ultra violente, et je la gère parce que je suis un bonhomme, ou parce que j'ai des épaules, ou parce que j'en ai vu d'autres, même si je ne suis pas un bonhomme, et de s'imaginer que ensuite, à l'intérieur de son intimité, de sa sexualité, tout ce qui rentre est complètement géré, et ce qui peut ressembler de l'extérieur à de la violence n'en est pas, parce qu'on a le contrôle, parce qu'on sait ce qu'on aime. Pour moi, c'est vraiment terrifiant, en fait. Et les traumas et la victimation, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que la victimation prenne autant de place quand on voit sa psy, ou quand on parle à un pote, ou quand on se confie, ou quand on est en face à soi et qu'on se dit « Waouh, c'est quand même dur, il y a quand même des choses qui sont difficiles ». Et s'imaginer qu'on va construire une espèce de sanctuaire dans son intimité, dans sa sexualité, à l'intérieur de laquelle la victimation ne va pas rentrer, quoi. Et c'est en ça qu'on sait, aujourd'hui, avec nos échanges, etc., on a bien compris, et nos formations respectives sur ces thématiques, que la victimation, elle prend encore partout, en fait. Ouais, carrément. Il y a pas... elle s'échappe pas par une fenêtre miraculeusement pour permettre de vivre. Et surtout, si on la traite pas, on la met sous le tapis, elle va grossir, et elle va t'exploser au visage puissance 25 000 5 ans plus tard. Ouais, c'est ça. C'est que non seulement on peut pas mettre un couvercle dessus, mais en plus, c'est un espèce de monstre qui est en train de se transformer avec le temps, quoi. Oui, et puis moi, ça me fait penser, peut-être qu'on peut parler de ça, tu sais, quand tu travailles sur ta victimation et qu'en plus, t'es dans un couple qui traite aussi cette question-là, rapidement... ça modifie ton regard sur toi-même, ça modifie ton regard sur ton couple, sur les couples en général. Tu revois tout ce que tu as fait dans tes couples précédents, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et puis du coup, tu rencontres d'autres personnes
Et on a souvent accès à des gens qui, je ne sais pas si c'est intéressant de traiter ça ici, mais on a souvent accès à des gens qui dissimulent ce truc-là. C'est-à-dire que ce truc du tapis, qui mettent sous le tapis, et moi, en tant que mec, le Ouais. nombre de mecs de mon âge qui racontent ce qu'ils appellent comme leur première expérience sexuelle enfant avec une personne adulte et comment c'était cool. C'est-à-dire que Ouais. cette narration-là, le mal qu'elle fait aux hommes, pour ne parler que d'eux parce que je parle de ma place, c'est super flippant. Et donc, on a là affaire au récit sociétal qui est accepté, avec lequel on doit fonctionner Mm. et avec lequel on peut rester productif au lieu de s'occuper de sa victimation et de se dire bah, j'ai l'impression que, étant donné que j'ai eu ce que je considère comme un rapport intime avec une personne adulte alors que j'étais enfant, c'est peut-être un problème. Non, c'est pas un problème. Je suis un Ouais. garçon, c'est cool, donc j'avance. Et ça, pour moi, c'est super flippant en fait. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à une expérience que j'avais eue dans un groupe de parole. Je peux en parler parce qu'on m'avait déjà dit que je pouvais en parler, donc je sais que je peux en parler publiquement. Et ça m'avait super choquée parce que ça, pour moi, c'était la bonne illustration de ce que du problème de la société, comment la société ne red flag pas certaines choses. Et donc pour nous, c'est devenu complètement banal ou normal ou familier. Ce que tu disais, voilà, oui, je suis un jeune ado de 12 ans et j'ai une expérience sexuelle avec, je sais pas, une personne de 40, 35 ans, c'est cool, c'est ma première fois, c'était incroyable. Et donc, dans le cas d'un groupe de parole, il y a des années, mixte, il y a une espèce de tour de table qui se fait et il y a un peu un discours hyper récurrent de la part des participants masculins qui disent que eux, leur vraie première fois, c'était à tel âge, mais avant, ils ont un peu fait touche pipi avec un cousin, parfois un demi-frère, une demi-sœur. Et moi, je suis décomposée. Et il n'y a pas de sujet, en fait. Et quand on commence à parler plus en détail de ça, c'est presque moi qui ai un problème. Et tout ce Dans qu'on ce me groupe-là. renvoie, ouais, dans le groupe, on me renvoie au fait que on me renvoie une question morale. Et on me dit, oula, la féministe, la féministe, genre soi-disant super woke, on disait pas ça à l'époque, mais bon, Mm. super ouverte sur ces questions-là, progressiste, libérale, nanana. En fait, elle est choquée de touche pipi avec des cousins. Enfin, ça va. Et en fait, moi, je suis là, bah, en fait, c'est de l'inceste. En fait, c'est des violences sexuelles intrafamiliales. C'est pas normal. C'est super courant, visiblement, mais ce n'est pas normal. Il y a un problème. Et en fait, c'était tous leur espèce d'entrée en sexualité, et c'était absolument pas remis en question par le discours ambiant, par la société Mm. dans son ensemble. Et c'est même glamourisé dans plein de films, dans beaucoup de fiction, dans la littérature, etc. Donc en plus, les exemples qu'ils peuvent avoir, auxquels ils peuvent se raccrocher, leur donnent raison, en fait. Et donc ça, pour moi, c'est aussi un vrai problème. C'est que comment identifier? Parce que tu parlais des gens qui mettaient les choses sous le tapis. Je pense qu'il y en a plein, mais je pense qu'il y en a aussi qui nomment des choses sans se rendre compte qu'ils ont vécu des violences, en fait. Oui, ça c'est un sujet super important. Pour reprendre ce que tu dis, parce que quand tu dis c'est pas normal, c'est pour dire il y a un problème, parce qu'évidemment il n'y a pas de normes dans Non, la non, bien sûr, sexualité c'est une d'enfant. façon de Oui, parler oui, complètement. oui. Et, ce truc est super important parce que l'impossibilité de nommer ce qui s'est passé avec les bons termes est un problème majeur en fait. Et pour moi, dans ces choses-là, parce qu'on travaille sur ces sujets et que, une fois de plus, on a beaucoup vu ces choses-là dans différents types de formations. Pour moi, il y a ce truc où les anciens enfants, les devenus adultes, s'expriment avec les mots de l'agresseur, Mhm. même si ce n'est pas l'agresseur direct. Ouais. C'est-à-dire que le nombre de fois où les gens parlent de ce que moi et toi, de ce que toi et moi on identifie comme des violences sexuelles, le nombre de fois où les gens emploient des termes dans le champ sémantique du jeu, c'est extraordinaire. Ouais, ouais, complètement. Et c'est ce que font les prédateurs. Tu Exactement. vois. Et ce truc de, oui, typiquement, l'expression jouer à touche pipi. Comme on ne dit pas c'est deux enfants qui s'auto-agressent ou deux enfants qui ont des comportements dysfonctionnels dans une famille dysfonctionnelle, voire violente, touche pipi, ça passe. C'est Et puis c'est mignon un peu. oui, Ça c'est évoque un truc un peu mignon. Ouais. innocent, Ouais, enfantin. complètement. Et puis plus tard, on aura des gens qui vont défendre en tant qu'adultes Ouais. cette innocence de l'enfance, en fait. Ouais. Alors qu'on parle d'enfants qui ont probablement subi des violences. Et donc, de quelle innocence parle-t-on? Et pour moi, c'est un gros problème. Complètement. Donc, il y a ceux qui cachent sous le tapis, il y a ceux et celles qui cachent sous le tapis, il y a ceux et celles qui n'ont rien identifié et qui donc ont avancé comme ça dans la vie, se sont construits avec ça, et pour qui ça constitue, comme nous, hein, pour nous, notre victimation est importante dans notre construction, et pour les gens, leur parcours est important. Donc c'est normal qu'ils trouvent important d'avoir traversé cette période-là.
Sauf que quand ils mettent pas les mêmes mots, si des agents extérieurs essaient de dire: «Attention, j'ai l'impression que ça c'est un problème, ce que tu décris», bah, ils vont se défendre parce que c'est leur vie, en fait. Ouais, et parce que si, là, c'est peut-être le moment de parler de ça, du déni, en fait. Mmh. Du déni comme protection et qu'en fait, les gens ne font pas exprès d'être enfin, on a souvent l'impression que le déni, c'est une posture intellectuelle et que les gens sont de mauvaise foi, en fait, et refusent de reconnaître des faits. En fait, le déni, c'est une protection, psychique, suite à des traumatismes. C'est là, c'est ton cerveau qui prend soin de toi, en fait. Donc tu peux pas, sortir aider enfin, essayer de forcer les gens à sortir du déni, c'est extrêmement violent. En plus, ça marche pas. Mmh. Et faut d'autres moyens. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné en thérapie, par d'autres, voilà, enfin par des professionnels en tout cas, pour pouvoir réussir à sortir de cet état-là. Parce que, enfin, je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as longtemps vécu, mais moi, j'ai longtemps été dans ce déni-là de je sais, je peux nommer les choses. Je sais que, voilà, je sais que j'ai été victime d'inceste, je sais que j'ai été dans une famille extrêmement violente, violence psychologique, violence sexuelle, violence physique, et cetera. Et en même temps, c'est comme si émotionnellement, j'arrive pas à coller, le discours, intellectuel avec, cette réalité-là. J'ai mis du temps et moi, c'est vraiment un travail, en thérapie qui m'a aidé à recoller les 2 et à vraiment rassembler les parts, qui étaient, un peu explosées partout pour, émotionnellement ressentir, ça. Et j'étais capable de raconter des choses, très, comment? Très violentes en étant mort de rire, en disant: «Ouais, mon père, il a fait ça, machin», et les gens, du coup, se disent: «Bah, elle est folle», entre guillemets. Enfin, cette personne a un problème ou, parce qu'en fait, j'étais complètement coupée de mes émotions, de cette victimation, et même si j'étais capable de la raconter parce que j'avais quand même des souvenirs, j'avais pas tous les souvenirs du tout, mais D'accord. j'avais quand même des souvenirs. Si j'étais capable de la raconter, bah, émotionnellement, j'étais tellement coupée de moi que, j'intégrais pas, en fait, c'était pas intégré totalement, dans mon discours, et c'était très bizarre, je pense, pour l'extérieur. Du coup, c'est aussi comme ça, je pense que parfois, les gens peuvent douter de la parole des victimes. Évidemment, ce n'est pas du tout je suis pas en train de dire que c'est légitime et tout, mais je pense que comme les gens ignorent le processus, psychologique, psychique qui est à l'œuvre, suite à des violences, sexuelles et suite à des traumas comme ça, très, très violents, bah, du coup, le fait qu'il y a un décalage entre ce que raconte la personne et son attitude va être vu comme, un mensonge ou une preuve que, c'est pas vrai, et cetera. Alors qu'en fait, c'est justement la preuve que c'est vrai. Si tu es complètement dissocié pendant que tu racontes, une histoire affreuse, ça montre bien qu'il y a un souci, quoi. Oui, clairement, et c'est super intéressant parce que moi, j'ai l'impression d'avoir fonctionné un peu presque à l'inverse où, émotionnellement, à partir du moment où j'ai été connecté avec ce qui s'était passé, c'était hyper clair pour moi. Par contre, j'arrivais pas à mettre les bons mots. C'est-à-dire que moi, j'emploie le mot je dis que je suis victime d'inceste depuis très peu, en Oui, fait. c'est vrai. C'est un sujet qu'on a beaucoup Ouais. abordé, justement. Alors que c'est factuellement, je le sais depuis très longtemps, Ouais. que j'ai confronté, mon agresseuse, donc depuis très longtemps, et donc ouais, j'ai mis 20 ans avant d'employer le mot inceste, en fait. Et j'en parlais là dans une rencontre publique la semaine dernière. Je vois bien qu'à mon endroit, bah, ça faisait un peu beaucoup, tout cumulé, et qu'en plus j'uti c'est plus en fait, c'est ce truc d'accepter que selon, certains, critères sociaux, je suis presque un cliché, en fait. Et c'était très bizarre pour moi de mettre le pied dans cette case supplémentaire, de l'inceste, on en a beaucoup parlé, alors que factuellement c'était ça, et que, mais ce mot-là, et je pense que c'est aussi lié à comment les mots et les pensées cheminent dans l'intellectuel, enfin culturellement dans une pensée intellectuelle dans un pays ou dans un autre, en fait. Mmh. J'ai l'impression que moi, l'inceste, c'est un père qui viole sa fille, en fait, pour le dire très, très rapidement, Ouais. et donc j'ai l'impression que moi c'était un peu, c'est la famille, mais même si dans la définition c'est ça, et Puis moi, de toute façon, j'ai pas de père, donc ça voilà, c'est peut pas ça, c'est m'arriver. ça. Et puis ma mère, à l'époque où je parle de ça, les souvenirs sont pas très clairs, et à ce moment-là où je parle, enfin, au moment où les souvenirs sont pas très clairs, comme j'ai pas encore travaillé sur ma victimation comme aujourd'hui, je crois que ce sont des souvenirs pas très clairs. Non, ce sont des souvenirs très clairs que je ne peux pas voir, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et le déni est déjà à l'œuvre, en fait. Et je disais ça aussi encore il y a pas longtemps, c'est le temps qu'on passe en tant que victime, et tu me diras ce que tu en penses, à essayer de recoller les morceaux d'un puzzle qu'on connaît déjà. Mmh. Toutes les C'est pièces sont là affreux. sous notre Ouais. nez. C'est juste un peu flou dans les contours. Donc comme c'est un peu flou et qu'on va être hyper honnête, on prend un temps, mais on prend 10 ans, 15 ans pour, Et régler la encore, faute. c'est peu, Oui, 10 ans, 15 ans, ouais. carrément. Et en fait, moi, le nombre de fois où, chez ma psy, elle me dit: «Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça?» Après un travail d'années, de dire, «Bah, ça, je pense que ça s'appelle, B», et elle me dit: «Oui, qu'est-ce que vous en pensez?»
Et je dis: «Bah, je l'ai toujours su, en fait». Ouais. Et c'est pas de la posture, je l'ai toujours su. Et donc j'ai passé un p parce que j'ai l'impression qu'un des trucs des victimes, c'est que quelque part, l'agresseur, l'agresseuse vous inocule parmi tant de choses qu'elle vous inocule, elle vous inocule, le venin du doute, en fait, Ouais, qui va avec complètement. la honte et tout le Ou de la reste. responsabilité. Ouais, C'est-à-dire que peut-être aussi pourquoi désolée, je te coupe 2 pas de secondes, mais souci. parce que j'ai l'impression que pourquoi aussi tu arrives pas à te dire, c'est un tu générique, parce que Mmh. pourquoi tu arrives pas à te dire que, ça s'est vraiment produit? Parce que si ça s'est vraiment produit, ça veut dire que toi, tu es une part active dans le processus. Enfin, pour moi, c'est un truc qui est hyper courant de se dire, de tout remettre en question. Est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que, en fait, pour moi aussi, ce que t'inocule l'agresseur ou l'agresseuse, c'est ce truc de gaslighting où en fait, on te dit que tu es fou, que tu es folle, que tu inventes tout, qu'il faut pas dire, que si tu dis ça, il va se passer ça. Tout est mélangé en fait. Il y a tellement de double discours, il y a tellement de choses dans ta tête, surtout si tu es un enfant. Il y a la relation de confiance à l'adulte qui est complètement chamboulée, et cetera. Et du coup, pour moi, tu portes toutes ces contradictions à l'intérieur de toi et c'est ça qui fait cette boule de doute, en fait, et de l'impression d'être fou en permanence. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup retrouvé. Moi, je me suis beaucoup sentie là-dedans, en mode je perds la tête au sens propre du terme. Tu vois, je perds mes repères, je perds la tête et c'est quelque chose dans les groupes de parole qui revient tout le temps aussi quand on travaille avec des victimes de violences sexuelles, c'est, se dire, «Bah, j'ai cru que j'étais folle, j'ai cru que j'étais fou», et de ne pas réussir à croire parce que c'est incroyable au sens propre du Mmh. terme. C'est tellement dingue que, là aussi, c'est une protection, en C'est fait. ce que dit Sir Fall hyper souvent parce que pour l'enfant, ce qui s'est passé était inimaginable. Ouais, c'est ça. Donc il ne peut C'est pas complètement, l'imaginer. Donc il complètement. va passer sa vie à se dire: «Je ne peux pas imaginer quelque chose qui n'existe pas, donc qu'est-ce qu'a fait mon cerveau?» Et on va en arrière et on repasse le film 100 fois, 200 fois, 1000 fois, 10 000 fois pour finalement savoir que depuis le premier jour, les images qu'on a sont les bonnes, en Ouais, fait. ouais, absolument. Et un truc qu'on n'a jamais abordé, et ça me vient là, sur ce truc de on a l'impression de devenir fou ou chose qui s'apparente à ça. Moi, je viens de percuter en t'écoutant que ce qui est demandé à l'enfant victime de violence, c'est fou parce que, heu, il est adultifié par, l'agresseur ou l'agresseuse et donc il fait des trucs qui ne sont pas de son âge et quand il quitte le théâtre des opérations, que ce soit la chambre, la salle de bain ou une et qu'il rentre et qu'il revient dans la société, il doit jouer à l'enfant, en fait. Ouais, c'est ça Même qui est insupportable. et au contact de son agresseur, agresseuse. Mmh. Et ça, et je viens juste de percuter à quel point ça, c'est terrible. Parce que du coup, tu joues à reproduire des codes de ce que tu n'es plus. Tu n'es plus un enfant, dans la définition poétique de l'enfant qui est liée à l'innocence. Et donc tu joues à nouveau à être l'enfant, jusqu'au prochain moment où tu vas pouvoir à nouveau être un adulte et si être un adulte te coûte un peu émotionnellement parce que c'est pas clair, que les odeurs sont bizarres, que tu comprends pas ce que tu fais là et que c'est un peu trop pour toi émotionnellement, pas grave, tu peux jouer à l'adulte. Et donc cet aller-retour incessant, pour Mmh. moi, ce que ça fabrique dans les premières années de la vie d'un enfant, c'est complètement terrifiant, en fait. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que ça crée des genres de séparation interne. Il y a une fragmentation, en fait. Il y a plusieurs parts qui se fabriquent, qui se soutiennent, qui parfois s'en vont, reviennent, qui se passent le relais à des moments différents. Mais il y a aussi, je pense, une grosse colère qui, pour moi, c'est vraiment voilà, la boule noire, et opaque, qui est un genre de lame de fond, en fait, qui est pas forcément accessible tout de suite, mais qui est un genre de lame de fond. Et ce truc-là doit s'exprimer. Donc moi, j'ai dit à moitié en rigolant, mais c'est vrai, ça a été beaucoup par le militantisme, que j'ai pu exprimer cette colère, et c'est très bien. Parce que sinon, justement, je me dis, les gens qui gardent ça et qui sont en couple et qui ne traitent pas ce truc-là, je pense que ça peut être vraiment le lit de beaucoup de violences, évidemment, conjugales, mais aussi extérieures, quoi. Parce que tu peux pas vivre comme ça avec cette colère à l'intérieur de toi. Et encore une fois, les gens qui sont dans le déni, qui n'ont pas accès, voilà, c'est un processus normal, on peut pas leur en vouloir. J'ai l'impression que la société favorise tellement, ce truc de cette fausse promesse de «lâchez-vous, ça vous fera du bien» et cetera. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, on va parler des violences sexuelles qu'on a vécues dans l'enfance, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. On pourrait parler du shadowban par exemple, comment finalement, il faut se taire tout en mettant le sujet sur la table. D'un autre côté, on vous dit, «Lâchez-vous, lâchez prise» et cetera, mais c'est toujours, mais attention de ne pas dépasser la limite, en fait. Mmh. Et pour moi, pour des personnes qui ont traversé toutes ces violences et qui finalement, sont convaincues qu'elles peuvent prendre la parole, qu'elles peuvent dire des choses et qu'à un moment donné, l'ami, la famille, l'entreprise, le réseau social va dire: «Ça, c'est pas possible, ce mot-là, vous pouvez pas le dire». Mmh. Bah, pour moi, ça continue à fabriquer, des personnes qui, sans s'en rendre compte, vont raconter aux autres que le déni, c'est mieux. Enfin, pour moi, c'est même pas d'encourager le déni, c'est d'encourager le silence, c'est pas tout à fait pareil. Parce que
si au moins les gens savaient ce que c'était le déni, mais pour moi, on n'en est même pas là. Enfin, quand je dis les gens, c'est la société au sens large. Même, tu vois, la dernière fois, je sais plus quelle affaire, je lisais un truc dans un média, je sais même plus de quelle affaire ça traitait. Mais le journaliste qui en parlait disait grâce à l'article que j'ai fait il y a 2 ans, la parole des victimes s'est libérée. Et moi, ça m'a super choqué, quoi. Et Waouh. j'étais en mode mec, en fait, tu peux pas dire ça. Bah, tu te prends pour qui, Ouais, tout tu te simplement? prends pour qui les victimes, elles parlent depuis tout le temps et c'est pas toi qui as aidé à la libération de la parole des victimes. Peut-être que de ton endroit de journaliste, tu as aidé à relayer l'information. Est-ce que d'autres médias s'emparent de ce sujet-là? Et c'est super, mais tu peux pas dire ça en fait. Et moi, ce genre de discours, j'en ai marre de personne n'écoute les victimes. Elles parlent depuis la nuit des temps, elles écrivent des livres, elles font des films, elles écrivent des chansons, elles hurlent. Enfin, elles font tout ce qu'elles peuvent. Tout le monde s'emballe et voilà. Et tout d'un coup, quand il y a des personnes qui Relaie permettent cette de, parole. voilà, de mettre en lumière ou qui relaient cette parole, ce sont eux qui sont, enfin, qui tirent à eux entre guillemets la couverture. Il faudrait qu'il y ait une reconnaissance extrême à cet endroit-là. Je trouve ça super violent, quoi. Oui, il faut qu'on profite de ce moment pour le redire, ce qu'on s'est déjà dit et qu'on essaie de dire quand on peut, quand on a accès à des médias, quoi. C'est-à-dire que la parole des victimes n'est pas en train de se libérer, c'est pas ça qui se passe. Non, c'est les gens qui écoutent mieux, Voilà. plus, mais il n'y a pas de. Il suffit de regarder toutes les grosses affaires. L'écoute se libère. Voilà. Il suffit de regarder toutes les grosses affaires. Je vais pas faire du name dropping. Voilà, les gens, il y a un pédocriminel qui a arrêté presque toutes les semaines maintenant, quoi. Mais il y a toujours des gens qu'on parlait il y a 20 ans, 30 ans. Toujours au moins une Mm. personne qui a dit là, il y a un problème. Toujours quelqu'un qui a alerté et toujours la société qui a fermé les yeux et les oreilles, quoi. Donc, c'est-à-dire que pour moi, cette phrase de dire qui est pas une phrase méchante, mais c'est une violence en fait. Et c'est ce truc de on produit la violence sans s'en rendre compte sociétalement. C'est-à-dire que dire la parole des victimes se libère, c'est sous-entendre que toutes les victimes qu'on parlait avant, cette victime que nous, on a entendue, Ouais. elles n'ont pas parlé. Ouais, Alors ouais, que ouais. la victime qui Ah, mais parle complètement. sait très bien que parce qu'avant elle, d'autres victimes parlent depuis tout le temps, qu'elle peut s'autoriser à parler. Oui, moi, je pense qu'il y en a qui ne savent pas. Mais en tout cas, ça fait partie d'un mouvement. Enfin, les victimes parlent, que ce soit je dis, à travers l'art, enfin, juste ça déjà, Mm. enfin, s'il vous plaît, quoi, en fait. Mm. C'est un des moyens privilégiés d'expression de sa victimation depuis la nuit des temps, donc faut arrêter. Et puis, je sais pas, si en France, on prend dans une histoire plus récente, que ce soit l'affaire DSK, PPDA ou Depardieu, Le par exemple, Squarnec. voilà, on se rend compte que les victimes ont parlé depuis super longtemps, à chaque fois. Il y a toujours eu une victime, il y a quelqu'un qui a commencé par ouvrir le sujet, libérer la parole, comme ils disent, et qu'en fait, ça n'a pas du tout été entendu. Ça a même été tourné en dérision. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de dire les médias ont participé à la silenciation des victimes pendant des décennies, et aujourd'hui, les médias disent que, à travers eux, la parole des victimes se libère. Et je Ouais. trouve ça assez vulgaire, en fait. Ah bah, c'est Assez super obscène. violent. Ouais. Ouais. Donc, et c'est ce truc, et là, c'est là qu'on est en plein dans notre sujet, c'est dans les mécanismes de domination. Domination, exactement. Ouais. C'est que le dominant la structure dominante, la société dominante peut dicter la marche à suivre, peut re-raconter l'histoire telle qu'il l'entend et réécrire l'histoire, en fait. Mhm. Et de dire que avant 2017, avant MeToo, les femmes ne parlaient pas. Ouais. C'est assez prodigieux comme tour de force. Tu viens de dire les femmes ne parlaient pas, et justement, ça me permet de rebondir sur un truc que je voulais te demander. Toi, en tant qu'homme, victime de violences sexuelles, est-ce que tu sens une espèce de double injonction, d'un côté, à ne pas parler en tant que victime et à ne pas parler en tant qu'homme, puisque tu évolues quand même dans une société où la vulnérabilité masculine, ou en tout cas le fait de livrer ses émotions ou de parler de ses, entre guillemets, fragilités, est quand même super mal perçu en patriarcat, quoi. Alors, moi j'ai pas ressenti cette injonction-là. En fait. D'accord. Parce que je suis artiste, je pense. Ok. Et que pendant des années, mon instrument, c'était une voix très grave, très virile, qui prenait beaucoup de place. Et donc, moi, mon mouvement, ça a été précisément de raconter une fragilité avec cette voix-là. Donc, Ok. j'avais une espèce de protection D'accord. qui m'autorisait à ouvrir mon ventre, comme je disais à l'époque, d'ouvrir mon bide et de dire, ah ben voilà, mes blessures, ce sont celles-ci. Par contre, ce qui, moi, m'a encombré pendant des années, c'était le fait d'être un homme, d'appartenir au groupe social considéré comme le plus violent. Donc, il y avait ce truc de pas jouer de pas jouer le bourreau potentiel victime. Ok, Tu ouais. vois. Ouais, ouais. Et moi, ce qui fait que je prends la parole publiquement sur ces questions-là, c'est parce que je suis noir. Dans ma vie, en dehors des violences sexuelles subies, j'ai une victimation à l'endroit du racisme. C'est-à-dire que je sais ce que c'est de subir une oppression systémique. Et ceux qui sont encore à douter des oppressions systémiques raciales peuvent quitter l'écoute de ce qu'on est en train de raconter, et ils vont rien trouver pour eux. Et donc, de cette place-là,
eh ben, je remarque que les gens qui me ressemblent, qui s'expriment publiquement, sont pas si nombreux que ça, par rapport à ceux que je croise dans la rue, en fait. Ouais. Et donc, et c'est là que moi, ça a été un moteur pour prendre la parole publiquement, de dire, bah, il y a pas beaucoup de voix qui me ressemblent, qui s'expriment, même si je ne mets pas sur la table la spécificité de comment on habite les violences sexuelles dans l'enfance quand on est noir, qui est pour moi encore un autre débat et qui est super Ouais, intéressant, carrément. et mais quand on voit, comment, l'échelle de la société française, la partie de ces sociétés françaises qui est conservatrice, comment le poil se hérisse quand on parle de réunions en non-mixité, quelle que soit la mixité. Enfin, donc, on a du temps et Ouais. tout ça sont des choses qui nous font perdre du temps, alors que le temps est précieux sur ces questions-là. Donc je pense que c'est ça qui m'a beaucoup freiné, en fait, et ce OK. qui m'a aidé à prendre la parole, c'est de me dire: «Bah, il y a un endroit où ma parole, elle est aussi, minorisée, en fait». Mmh. Donc c'est ça qui m'a, moi, mais mon problème était d'être un homme et de voir justement, c'est-à-dire que la focale aujourd'hui, des articles de presse et de l'opinion publique, c'est sur les violences que fabriquent les hommes à l'endroit des femmes. Donc, est-ce que moi je vais, sortir du lot en disant: «Ouais, excusez-moi, moi je suis un peu différent parce que je suis aussi victime, mais il y a un truc qui m'allait pas là-dedans». Mmh. Donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à, détricoter ma pensée et à essayer de trouver à quel endroit, moi, je trouvais pertinent de prendre la parole. Et du coup, et c'est quelque chose que tu m'as dit très tôt, hein, que moi j'ai cheminé pour arriver à cette conclusion-là, bah, en parlant, des enfants, et de ce qu'ils subissent, bah, je peux le faire en tant qu'homme, en fait. Moi, Mmh. ça me dérange pas trop. Ouais. Ouais. Enfin, ça me dérange pas trop. C'est un euphémisme de dire, c'est cette place-là qui m'intéresse, en Mmh. fait. Parce qu'il y a un endroit où, le patriarcat, la violence masculine, oui, et du coup, jusqu'à quel âge on s'autorise à protéger les petits garçons, en fait? Mmh. À partir du moment de pour les plus, radicaux d'entre nous dans cette société, à quel endroit un petit garçon n'est plus défendable parce que c'est qu'un mec? C'est quoi ce délire? Est-ce qu'il faut mesurer, l'appareil génital masculin pour dire: «Ah, maintenant c'est trop grand, t'es passé dans un autre camp, t'es un bourreau». Enfin voilà. Donc moi, il y a un truc, à l'endroit de la protection des enfants qui est pour moi super important, et donc c'est ça qui m'a un peu a été un peu difficile dans Mmh. cette position d'homme, et j'ai pas eu l'impression, par rapport au monde que j'avais construit autour de moi, qu'on pouvait me reprocher, ma fragilité, Ouais. et aussi parce que, ma fragilité, était visible à travers un masque de virilité, en fait. Ouais. Voilà, et c'est aussi pour ça que, dans mon travail, j'ai aussi évolué sur ma voix et que je me suis débarrassé de cette armure-là parce que ça, à un moment donné, ça faisait plus corps avec qui j'étais. Mais, j'ai pas senti ce truc de la société t'oblige à être fort. Ouais, J'étais d'accord. fort, j'étais noir, Ouais, j'avais ouais, pas de tu cheveux, remplissais les je cases, remplissais tu les cases, j'étais cochais les cases, ouais. rappeur, donc, je Ouais. pouvais me la jouer, rappeur sensible, tu Ouais. vois? Un peu avant l'heure, et j'assumais ce truc-là, et pour moi, c'était OK. important, parce que dans cette armure d'artiste, mis sur la scène, qui rappe avec une grosse voix, qui est trucs sociaux un peu, qui essaie d'avoir un peu de profondeur dans ses textes, c'était important à l'intérieur de ça, très vite, de de montrer autre chose. Quand on a été victime de violences sexuelles dans l'enfance, Mmh. est-ce que tu penses que c'est important, nécessaire, ou qu'on peut se passer de consulter un ou une psy? Ah non, pas du tout. Alors déjà, pour moi, quand on a été victime de violences sexuelles, en général, il faut consulter. Mais alors dans l'enfance, il faut consulter plusieurs psys pendant plusieurs années, toute sa vie. Ouais, ouais, moi je suis très psy. Pour moi, c'est vraiment, le dispositif, qui m'a sauvée, en fait. Alors c'est un peu difficile de dire qui m'a sauvée parce que je sais que je suis aussi actrice, de ma réparation. Mais en tout cas, j'ai très longtemps été en errance, thérapeutique, à une époque où voir un psy, on disait que c'était pour les fous. Mmh mh. Et donc j'ai vraiment cherché. À l'époque, on n'avait pas du tout accès à ça, les différences entre le psychanalyste, psychologue, psychothérapeute, psychiatre, tout ça, je savais pas du tout, je comprenais rien. J'ai appris en cherchant, en fait, toutes ces différences-là. Et j quand j'ai trouvé les bonnes personnes, qui étaient outillées pour m'accompagner correctement et tout, ça a quand même été, un accélérateur de réparation, ouais, x10, et des espaces, extrêmement précieux, pour, aller déposer des choses que tu ne peux dire à personne, même parfois à toi-même, des choses que tu n'as pas pu te dire à toi-même à voix haute, en fait, parce que c'est important de à voix haute. Et aussi, moi, je trouve ça presque magique, le fait que, c'est l'humain qui t'a détruit et c'est l'humain qui te répare, en fait. Pour moi, c'est incroyable. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'espoir, quoi. Enfin, il y a un truc, hallucinant, c'est ce que j'avais dit à la première thérapeute que j'avais rencontrée et qui m'avait,
entre guillemets, aider. J'avais dit: «Waouh, je savais qu'un être humain pouvait me détruire, mais je savais pas qu'un être humain pouvait me soigner, en fait». Juste par la parole, juste par des mots, sans me toucher, sans rien et tout. Je trouve ça assez, incroyable. Donc moi, je suis super convaincue par, l'être humain qui parle et qui soigne et je trouve ça super beau, vraiment. J'ai un truc un peu, Bah, comment tu le waouh! dis, c'est ouais, non, comment tu le dis, c'est hyper beau carrément. Et toi et moi, on a accès à dans la faune de nos relations amicales, on a accès à plein de gens qui consultent pas et qui, a priori, consulteront jamais. Ouais. Et moi, il y a un truc qui revient, c'est que les gens disent, bah, déjà un, genre, je ne saurais pas de quoi parler. Mmh. Et 2, bah, payer pour parler à une inconnue ou un inconnu, je vois pas le truc, en fait. Mmh. Et c'est dur d'expliquer aux gens que c'est parce que c'est une personne inconnue et qui vous autorise à dire tout ce que vous dites par l'extérieur, de dire que c'est ça qui est précieux, en fait. Ouais. Et il y a aussi un truc que tu as dit, qui est très particulier, c'est que les gens, tu sais, c'est ce truc d'investissement, en fait. Mmh. Si finalement on me convainc qu'un psy ou une psy, c'est bon pour moi, qu'on m'indique, qu'on fait la moitié du travail pour moi, on me donne un numéro à appeler ou un mail à envoyer, et que j'y vais, et que je ne fasse pas le tri entre c'est pas pour moi, c'est pas la bonne thérapeute ou le bon thérapeute, c'était désagréable parce que j'ai commencé à mettre des choses sur le tapis, sur la Ouais. table et que ça me va pas et je sais pas, il faut que je réfléchisse. Comment on fait la différence entre ces 3 choses, en fait? Mmh. Comment on se dit: «C'est pas la bonne thérapeute ou le bon thérapeute, il faut que j'en trouve un autre», qu'on peut transformer en: «C'est pas pour moi, je le savais». Et c'est super dur. Ouais. Il y a pas de règle, on peut Non, c'est pas difficile. c Après, moi, je trouve que, sans vouloir faire de généralité, j'ai l'impression, en tout cas par mon expérience, que les personnes qui raisonnent comme ça sont quand même des personnes de 40 ans et plus, on va dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les vingtenaires et mmh, trentenaires, c'est quand même beaucoup plus détendu au niveau de l'accompagnement thérapeutique au sens large. J'ai l'impression. Il y en a qui peuvent avoir qui sont plus jeunes, qui peuvent avoir des résistances, oui. et des plus âgés qui peuvent être OK avec ça, hein, mais j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est aussi très masculin, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment les mecs cisgenres hétéros qui vont avoir du mal à dire pourquoi je vais aller parler à quelqu'un, parce que sinon n'importe quel être humain dit bah oui, ça fait du bien de parler à quelqu'un, enfin je sais pas, enfin j'ai l'impression que c'est quand même très genré encore dans la construction sociale du genre, quoi, vraiment. Moi, quand j'ai mis, il y a maintenant, plus de 20 ans, hein, le doigt sur ma victimation et que j'ai voulu être accompagné, heu, bah, déjà tout ce que je trouvais, c'était au Canada. En France, il y avait pas grand chose, je voulais un truc vraiment spécifique parce que Mhm. c'était spécifique et tout, et il m'arrivait des trucs, que je peux même pas raconter, en fait. C'est-à-dire que tu contactes une structure qui te dit: «Ah non, 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 non merci. Non, Par contre, on vous a orienté vers autre chose», et tu rien demandé. Toi, tu avais vu l'autre chose et puis pour toi, c'était hors de question ouais, puis d'aller c'est là-bas. super violent, C'est super enfin quand violent. t'es Et victime. et donc de voir aussi, ben, si tu es un mec, victime, d'une femme, ben, tu es quand même, tu es un peu encombrant, en fait. Mhm. Et ça, c'est bizarre. Ouais, Et ça, c'est bizarre, ce qui veut pas dire que je le comprends pas, ouais, d'un point de vue sociétal par ouais. rapport aux chiffres qui nous parviennent et cetera, mais c'est bizarre. Parce que ça indique à une certaine catégorie de victimes que pour le moment, c'est mieux qu'elles restent, dans l'ombre, en fait. Ouais. Et quand on sait ce que ça fait au cerveau et à la structure, sociale, interne, enfin à sa propre structure psychosociale de rester dans l'ombre quand on est victime, c'est compliqué, en fait. Et quand on croise des travaux de chercheurs et chercheuses et de professionnels qui disent, ben, et un truc dont on est à peu près sûr, c'est qu'une grande partie des agresseurs ont été des agressés, dans l'enfance ou plus tôt, et que finalement, dans le système tel qu'il fonctionne, il y a une partie des agressés dont on ne veut pas trop entendre parler parce que c'est un peu compliqué à prendre en charge ou pour tout un tas de raisons que moi j'estime mauvaises, mais qui sont peut-être bonnes sociétalement, Ouais. bah, ça pose des questions, en fait. Et donc on a collectivement un effort à faire là-dessus, je pense, sur de dire, bah, oui, il y a des hommes qui sont victimes, c'est pas la majorité, en tout cas les chiffres qui nous parviennent ne sont pas clairs là-dessus, donc on peut fabriquer de la pensée et des dispositifs à partir des données qui nous parviennent, j'entends ce truc-là, et en même temps, si on continue de manière non verbale, sociétalement, à dire aux hommes qui ont été victimes de femmes, «C'est pas vraiment de la victimation, c'est pas très grave, vous allez vous en remettre», Ouais. moi, c'est ça qui me fait flipper. Et depuis que je travaille sur ces questions-là, sur la question vraiment, centrale de: «Qu'est-ce que je suis en tant qu'homme si j'ai été agressé sexuellement par une femme quand j'étais enfant?», le nombre de mecs que je croise dans des rencontres, dans des groupes de parole, dans des événements autour d'un livre ou de mon travail, il y en a toujours au moins un, en fait. Mhm. Et les femmes aussi, qui disent, «Merci de porter la parole des victimes,
des victimes de femmes, en fait. Mmh. Et c'est pas pour dire que c'est pareil, c'est pour dire que dans une dynamique d'apaisement de la société sur ces questions-là, on peut pas dire, pour le moment, on va traiter que ces victimes-là et c'est pas pour faire une hiérarchisation, c'est pour dire, le problème est global, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, carrément. Pour moi, le vrai problème de ça, c'est que, dans la société binaire telle qu'elle est, la seule place qui est donnée au discours qui dit: «Les femmes sont des agresseuses, sont violentes», c'est des discours, antiféministes, masculinistes, misogynes et cetera. Et le vrai problème, c'est que pour moi, les féministes doivent s'emparer de ce sujet-là parce que c'est un sujet féministe, en fait, et ce n'est pas autre chose. La violence des femmes, la violence au sens large, est un sujet féministe, et c'est, en décortiquant, en travaillant là-dessus qu'on va réussir à prendre en compte toutes les victimes de manière égale et sans pour autant, que ce soit récupéré par, des hommes qui viennent chercher, quelque chose, prédater à nouveau ou Mmh. essayer de retourner et de eux passer pour des victimes. C'est pas du tout ça le sujet, en fait. Et ce que tu disais au début, c'est si on revient à l'enfance, bah, quel que soit le genre de l'enfant, le fait d'être victime d'un adulte, tu es victime d'un adulte, en fait. Je comprends. Ça redistribue un peu les cartes. Mais même après, à l'âge adulte, on voit que, évidemment que les femmes peuvent être violentes. Mais la société ne reconnaît pas cette violence parce que, quelque part, reconnaître la violence des femmes, c'est leur reconnaître un pouvoir. Et donc, comme les femmes seraient, plus faibles que les hommes, inférieures, douces, souriantes, dans la communication, et elles font des batailles de polochon entre elles, et elles rigolent, bah, du coup, elles peuvent pas être violentes. Et cette violence, fait peur parce qu'aussi derrière la violence des femmes, c'est la violence des mères, et là, c'est un autre sujet, on pourra faire un autre podcast, Oui. voire, 150 000 podcasts là-dessus, et ça, c'est inconcevable, quoi. Enfin, pour détruire cette image-là de la mère, maltraitante, enfin, plutôt accepter l'image de la mère maltraitante, négligente, violente, Incestueuse. voilà, incestueuse, ou même, enfin déficiente, quoi. Totalement déficiente et qui n'aime pas son enfant. Voilà, tout Mmh. simplement. Qui est incapable d'aimer et qui est incapable d'aimer son enfant et qui en plus est capable de le détruire. Bah ça, Bah, il va falloir beaucoup de temps, quoi. nous, ici, maintenant, on est tous les 2 victimes de nos mères respectives Ouais. et on sait qu'on n'est pas des exceptions, en fait. Non, pas du tout. On s'est pas Non, non. croisés par hasard, Non, non, voilà. carrément. C'est comme ce que je disais au moment de MeToo où des collègues que je rencontrais avec qui je travaillais pas directement sur ces questions-là, donc qui découvraient le sujet, je leur disais juste simplement, «Bah, écoute, tu t'assieds 2 minutes, tu penses à toutes tes potes femmes Mmh. que tu connais. Si tu en connais aucune qui a subi une agression sexuelle ou un viol, c'est que tu as un niveau de communication super faible avec ces personnes-là, en fait. Et pour moi, c'est un peu pareil sur, la question Ouais. de la violence des femmes, en fait. Tout le monde connaît au moins une personne qui a un jour essayé de raconter cette histoire, en fait. Donc et heu et c'est plus présent qu'on ne le pense. Ah bah, Et carrément. c'est pas parce que c'est moins présent qu'il faut faire comme si ça n'existait pas. Parce que et là, on reproduit le système de une bonne victime, Ah c'est une oui, oui. victime silencieuse qui fait pas de bruit, dont on ne parle pas, en fait. Ouais. C'est super intéressant parce que même dans les milieux féministes et militants, c'est un sujet, voilà, qui est pour moi, qui est difficile. Et déjà l'inceste. Moi, par exemple, récemment, comme là, on a fait une campagne, de financement participatif, pour Elda. J'ai contacté des gens pour, soutenir le projet, et il y a des personnes qui m'ont dit, des personnes plutôt assez proches, hein, qui m'ont dit, «Ah, c'est marrant, que tu aies mis autant de temps à parler de ton inceste, en fait». Et moi, je suis là: «Mais c'est une blague!» Enfin, et en fait, par exemple, j'ai écrit un livre sur, Femen, mon expérience dans Femen, qui est sorti en 2015, si je dis pas de bêtises, 2014 ou 2015, et dedans, j'en parle, et personne ne m'en a parlé. Il y a 2 personnes qui m'en ont parlé, Alix et Awa, 2 personnes qui se reconnaîtront peut-être si elles écoutent ce podcast, qui m'ont téléphoné et qui m'ont dit, «Héloïse, je viens de lire ton livre et je savais pas que tu avais été, incestée, voilà, je trouve ça super cool que tu en parles ou pas», mais en tout cas qui ont reconnu ce que j'avais dit. Les autres, est-ce qu'en fait, elles ont fait semblant de lire le livre, elles l'ont pas Mmh. lu? Est-ce qu'en fait, elles ont lu, elles ont été gênées? Je ne sais pas. Mais en fait, personne n'en a parlé. Et après, ce que je raconte aussi souvent, c'est que quand je dis que j'ai été victime d'inceste, maternel et paternel, personne ne me parle de ma mère. Jamais. Les gens vont rebondir que sur mon père. Et le sujet, c'est comme si j'avais rien dit. Et c'est super violent. Donc pendant des années, j'ai arrêté de le dire aussi parce que je voyais que, quand je le disais, les gens l'annulaient instantanément. Il n'y avait pas d'espace du Oui, tout. c'est inimaginable, donc ça ne Voilà, peut pas donc, exister. Mmh. et éventuellement, les gens qui étaient un peu moins embarrassés pour parler de l'inceste, rebondissaient un peu sur mon père et essayaient de me poser des questions et tout, mais enfin, pour moi, c'est bien la preuve qu'il y a un problème. Et du coup, ça me vient une question. Est-ce que tu penses parce qu'on peut se dire aussi, ben, inceste paternel et maternel, bah, c'est pas courant. Est-ce que tu penses que c'est plus courant que ça? Oui. Ouais, tu penses que c'est Oui, plus parce que je pense que la société
a choisi de traiter la mère dans ces cas-là comme la complice ou de voir qu'elle est sous l'emprise, qu'elle est elle-même dominée par. Et je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je dis pas que c'est pas le cas. Je Mmh. pense qu'il y a plein de situations où c'est le cas. Et je pense que même dans ma propre situation, il y a aussi une forme évidemment de domination euh, psychologique, économique, etc. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais c'est deux agresseurs qui se sont rencontrés. C'est deux prédateurs qui prédatent ensemble. C'est comme l'analogie un peu folle, mais c'est comme Monique Olivier et Michel Fourniret. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment, il y en a un qui est très, très, très méchant et l'autre qui est juste sous emprise? Bah non, c'est plus complexe Ouais. que ça. En tout cas, les gens qui ont enquêté n'achètent pas cette Voilà. histoire-là, quoi. Ouais. Et pour moi, qui connais mes parents de l'intérieur, c'est plus complexe que ça. C'est voilà, il y a des dynamiques qui se répondent. Et je veux dire, quand tu es un adulte et que tu ne protèges pas tes enfants, et que tu assistes à des scènes de violence commis sur tes enfants. Je parle même pas des actes perpétrés directement, je parle vraiment d'être témoin. On est au-delà de la complicité et j'entends il peut y avoir une forme d'emprise, etc. Mais pour moi, c'est aussi lié au fait qu'on n'arrive pas à reconnaître aux femmes Ne cette pas active. capacité à être violente et à être des prédatrices, en fait. Parce qu'on a accès de plus en plus, non pas parce que la parole se libère, mais parce que l'écoute se libère, on a accès de plus en plus à cet état de solitude et de silence des victimes en général. Ouais. Et moi, quand on parle de ça, et c'est ce qui nous anime, hein, tous les deux, quand on discute, hein, je peux pas m'empêcher d'être connecté au silence de ces victimes de femmes Ouais. qui, Ah bah oui, qui c'est ne voient terrible. pas le bout du tunnel. Et pour moi, ça, de mon point de vue, hein, ça génère et des avancées et de la frustration, en fait. Où on sait qu'il y aura toujours une catégorie de victimes mise de côté, etc. Et toi et moi, on parle beaucoup de, justement, par rapport à ce dont on est en train de parler là, des statistiques qui sont Ouais. importantes, mais comment les statistiques ne reflètent Non, pas la ouais, réalité. carrément. Et les gens sont encore en train de se débattre, parce que pour moi, ça crée du non-sens. C'est-à-dire que les gens sont encore en train de dire, dans les classes, c'est 3 enfants par classe. Et tous les professionnels de terrain savent que c'est plus. Parce que C'est déjà, bah ouais, pour raconter les violences, il faut les identifier, complètement. etc. Il faut être autorisé à parler. Mmh. Et donc, quand tu as un petit garçon, c'est encore différent. Enfin, par rapport à mon histoire et l'histoire d'autres garçons avec qui moi j'ai pu parler. Et donc, du coup, le fait qu'on dise que c'est 3 enfants par classe, il y a des adultes qui ne sont pas des mauvaises personnes. Ils disent, parce qu'elles sont peut-être pas au clair avec leur propre victimation, si je ne sais pas, je dépose ça là comme ça, qui disent, bah non, moi j'ai pas envie que mon enfant assiste à des cours où on va lui parler de sexualité sous prétexte qu'on doit protéger 3 enfants par classe. Mmh. Et pour moi, c'est un problème. Il y a un gros problème de posture, hein. Oui, oui, Mais bah, après, parce que là, en plus, il y on n'a a pas le même vraiment parcours. un agenda politique aussi derrière Voilà, et exactement. LGBT-phobe, et cetera, enfin. Voilà. Et en plus de ça, un des arguments, c'est dire c'est que 3 enfants par classe. Alors que les gens de terrain, les gens qui travaillent sur ces questions-là, savent que c'est beaucoup plus, quoi. Ouais, Et, carrément. euh, et donc, ce silence-là est souvent posé contre ce qui est visible et ce contre quoi on peut se battre parce que c'est identifié, etc. Et du coup, il y a pour moi une espèce de spirale des événements qui est super confusionnante en fait. Ouais, Donc une partie de la population va continuer à pas aller chez le psy parce qu'il n'y a pas d'espace, parce que le déni est encore à l'œuvre ou parce que euh, on n'en a pas parlé aussi, mais parce qu'une victime c'est nul. C'est aussi ce truc-là que pour moi ouais, le une tour de victime, c'est force. faible. Voilà, une victime c'est faible, Mmh. alors que c'est l'inverse en Ouais. fait. Et ça, c'est un gros tour de force, qui est réussi à la hauteur de la société, en fait, de dire que c'est-à-dire que moi, d'entendre des jeunes, dire, «Vas-y, c'est trop une victime lui» ou «Moi, je suis pas une victime», c'est dans quel piège global on est tombé en termes de sens, de dire, on a l'impression qu'on est sur une planète où tout le monde agresse tout le monde, sexuellement et personne n'est victime parce que c'est une insulte. Enfin, pour moi, tout le Ouais. truc est à l'envers, quoi. Tu peux parler de ce rapport que tu as eu à ton hypersexualité. Quand est-ce que tu as pris conscience que c'était de l'hypersexualité et non pas, juste, Juste, je un suis mec sympa. lambda? Un mec lambda et aussi ce que ça fait d'être en couple avec une autre ancienne hypersexuelle? OK. Il y a beaucoup de questions. Il nous reste moins d'une heure. Alors évidemment, je n'ai pas tout de suite identifié ce que c'était de l'hypersexualité. Pour moi, j'étais ce qu'on appelle un homme à femme. Ah et ces mots Oh là là, valisent qui quelle sont horreur, mais ouais, ouais, quelle horreur! c'est comme ça que les gens me parlaient de moi, en fait. Donc voilà, séducteur, tout ce qu'on veut et machin et Un Casanova, comme on dit. waouh, ça m'a fatigué d'un coup. Ouais et en fait, et en même temps, j'ai rapidement vu un truc que je pouvais pas raconter, que c'est pas moi qui activait des choses forcément, en fait. J'ai bien compris que par moment,
juste, je disais oui ou je disais pas non. En tous les cas, j'interrogeais pas mon consentement et c'était pas la question, en fait. C'était inexistant. Donc, j'ai eu très vite accès à un truc qui était plus compliqué que ce qu'on me renvoyait et j'ai très vite compris aussi que je pouvais en parler à personne. Parce que c'est pas du tout le récit national, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, le récit genré, en fait. Ah bah oui. Donc, moi, à partir de là, j'ai commencé à me dire, ouais, il y a peut-être un petit problème, en fait. Bah, c'est gentil, hein, je suis choisi, j'aime bien, c'est pas désagréable. Et en même temps, je vois bien qu'à l'intérieur de cette sexualité-là, je suis pas moi, en fait. Je suis. Ce serait trop vite résumé que de dire je suis celui qu'on attend que je sois, hein. Tu vois, mais c'est plus compliqué que ça. Mais je vois bien qu'il y a un truc que je performe. Et je parle pas de performance physique. Il y a un truc que Ouais. socialement je performe qui n'est pas moi. Et, et à un moment, je pense que je veux aller au bout du projet, en fait. Et c'est là que c'est terrifiant. C'est là que je me dis, bah, puisqu'il n'y a pas de nom, Ouais, il y a pas de limite. ouais, c'est un peu comme Sky is the limit, comme dirait l'autre. Super Size Me, là, tu sais. Ouais, Ouais. carrément. Et à quel moment je peux plus, en Ouais. fait. Et en fait, ce moment où je pouvais plus n'est pas arrivé. Et là, j'ai flippé, en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'ai compris que mon corps était dissocié de mon esprit Ouais. quand j'ai vu que mon corps, lui, bah, il peut ne pas s'arrêter. Ça veut pas dire qu'il y a du plaisir. En tout cas, il peut faire semblant, en fait. Et pareil, ça ouvre sur un autre sujet qu'on abordera dans le prochain épisode sur la simulation, et Ouais. masculine et féminine. Et la simulation masculine n'est pratiquement pas un Non, mais sujet. pas un sujet, Voilà. jamais. Donc moi, si j'avais pas simulé, je sais pas où je serais aujourd'hui, quoi. Donc tout ça m'a fait peur. Et je vois bien qu'il y a un truc qui s'arrêtera pas, en fait. C'est pas mon corps qui va me dire stop. Ouais. Et j'espérais ça, en fait. Et à un moment, je l'écris dans mon livre Ma honte. Je me dis, j'écris assez rapidement dans les premières pages, bah, si j'avais pas eu autant d'érections supposément satisfaisantes, j'aurais pas écrit ce livre, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je dis supposément satisfaisant, parce qu'une érection qui vient alors que t'as pas vraiment envie d'un rapport, que t'as pas vraiment le choix, ou que tu t'es pas posé la question, c'est pas une érection satisfaisante. Donc, j'ai compris ce truc-là, et j'ai compris que j'avais un problème qu'il fallait que moi je règle, en fait. Et j'ai compris en même temps que pour le coup, c'était pas un problème dont je pouvais parler après un rapport sexuel avec une sex friend, comme on dit, ou quelqu'un avec. C'est un truc qui m'appartient à moi et qu'il va falloir que je creuse de mon côté. Et peut-être une thérapie peut être la bienvenue. En tout cas, il faut vraiment travailler ce truc-là. J'ai perdu le fil de ta question, mais je continue sur ce. Est-ce que j'ai juste Ouais, une petite question subsidiaire. vas-y. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des partenaires te pointent du doigt ce problème-là? Ou même des gens de ton entourage, finalement? Mon entourage, oui. Ouais, d'accord. Mais, Genre, il y a un problème peut-être, ou c'est bizarre ce non, comportement? c'est pas comme ça. Parce que pareil, j'appartiens à la caste, c'est un autre sujet dans laquelle c'est possible. Je suis artiste. Je suis artiste antillais, donc on me fait remarquer que je corresponds bien aux clichés du genre. Ouais, J'ai des remarques de potes qui ressemblent à des trucs un peu de jalousie. d'accord. J'ai des remarques de potes féminines, mais c'est pas très clair si ça veut dire que finalement on peut aussi avoir des rapports ou en tout Ok, cas moi j'arrive pas à faire le distinguo d'accord. et je trouve que plus tard on a des rapports donc je sais plus. Ok, Voilà, c'est le bordel en fait. ok. C'est ce que j'appelle moi, c'est ce truc de la sexualité hyper chaotique en fait. Hmm, Toi tu essaies de trouver du sens parce que tout ça arrive, je suis en train de réfléchir. Je suis Ouais, en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, etc. ok. Je suis pas extérieur à ce qui se passe, mais je trouve ça vertigineux en fait. Et vertigineux parce que ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je sais pas comment ça s'arrête, je Mhm. sais pas à quoi. Alors, c'est utile. Moi, ça me connecte à des gens que je trouve plutôt bien, j'ai des belles relations, mais en vérité, je me rends compte que la sexualité n'a rien à faire là-dedans, en vérité. Tu vois? Et c'est ça qui est difficile. Comment, et en même temps, je me rends compte que comme l'arrivée de ce qu'on appelle la sexualité, qui était des agressions que j'ai appelées sexualité pendant des années, est arrivée très, très tôt, Ouais. c'est ma manière de faire lien, en fait. Hmm. J'ai appris très tôt qu'on faisait lien comme ça et donc il m'a fallu, 30 ans pour défaire ce truc-là, en fait. Donc ça, c'est mon résumé, avec du recul, Ouais, ouais, etc. bien Mais à sûr. l'intérieur de ça, Ouais. c'est le chaos et c'est, comment on s'attache à des gens aussi facilement, comment oui, je m'attache à des gens et là, pour le coup, les, l'hétéronormativité joue son rôle. Ouais. Parce que je vois bien que je m'attache de la même manière à des femmes qu'à des hommes, qu'à des personnes qui s'identifient ni comme femmes ni comme hommes. Je vois bien qu'il y a un attachement profond et je vois bien que le biais sexuel est un biais qui est dirigé vers les femmes Mhm. et que je vois bien que ça n'a aucun sens. Je le sais. Ça, et c'est un sens ouais, vraiment hétéronormatif, en fait. C'est Mhm. ce que me dit la société. Ouais. Et parce Que pour que faire lien avec elle, il faut qu'il y ait une sexualité, en fait. sinon Ouais. le lien va se dissoudre, etc., etc. Et en plus, chez les hétéros, il y a pas mal de femmes qui te racontent, oui, le lien se serait dissous. Ouais. Et ça aide pas du tout, et c'est comme ça, et c'est pas la majorité, j'ai envie de dire, pour faire court. Ouais. Mais c'est Ça un truc qui existe aussi existe comme aussi. Voilà. discours. Ouais.
Donc, c'est cet endroit où le patriarcat est pratique, entre guillemets, pour Carrément. tout le monde. Et donc, par conséquent, il y a ce truc qui avance, qui me pose question. Et, et moi, j'ai pas de. Je vois bien que c'est le chaos. Et en fait, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que je peux rencontrer un gars sur une répétition. On échange, c'est extraordinaire. Et je rêve de lui la nuit, quoi. Tellement. Et en fait, je me dis, bah ouais, c'est aussi intense que quand tu rencontres. Sauf que si c'est une femme, va se poser la question de la sexualisation de cette relation qui commence ou Mhm. qui doit s'arrêter, machin. Et en fait, c'est ça qui me met la puce à l'oreille qui est un problème. Et Que, pourquoi se pose pas la question de la sexualisation de cet homme? bah, en fait, non, la question se pose pas parce que je suis paramétré. Compartiment. Ouais. Je suis paramétré, en fait. C'est pas ça qu'on fait. Parce que passer des heures à boire des coups avec un pote, se raconter des trucs, bah, dans un monde hétéronormatif, c'est un truc de mec, en fait. Et raconte ça à un pote que tu as fait ça avec une femme, ça fait 3 fois que vous voyez, vous discutez pendant des heures, c'est passionnant et tout va faire. Mm. Et l'amitié, non, c'est. À mon endroit, c'était compliqué. Ouais. Et moi, je pourrais pas dire que j'ai pas eu d'amitié sexualisée. Au Ouais. contraire. Moi, 95% des personnes avec qui j'ai eu des relations sexuelles dans un temps un peu continu, Ouais. c'est des amis, en fait, en Mhm. vérité. Et moi, je ne pouvais pas faire lien sans sexualité. Je savais pas. Mhm. J'ai envie de dire, personne m'avait expliqué. Je le dis un peu bêtement, Oui, mais oui, oui. Ah je bah savais carrément. pas. Et la vérité, c'est que si aujourd'hui je suis encore en lien avec des personnes avec qui j'ai eu une sexualité, c'est qu'on était déjà des amis, en Ouais. fait. Dans un parcours chaotique à l'endroit de l'intimité, de l'affection, de l'affectivité et tout ça, quand tout se mélange, ben, comment on apprend à trier, en Ouais, fait? ouais, ouais. Comment on apprend à Mm. trier? Et effectivement, si toute amitié est sexualisable, pourquoi tu sexualises pas tes potes, en fait? Tu vois? Ou pourquoi tu les sexualises différemment? Pourquoi, et moi je pose beaucoup la question des jeux, des entre guillemets «jeux» d'agression sexuelle, chez les ados, en fait. Quand on se tape dans les couilles, quand on se pince les tétons, c'est une manière de faire relation qui est super forte. Vous êtes vraiment une espèce à part, Voilà. si je, Alors pour les nouvelles si je puis générations, dire. pour Ouais. les nouvelles générations, je ne sais pas, mais notre génération, oui, on se reconnaît dans ce C'est, truc, je ne de sais tout même le pas quoi dire. Ouais, un autre épisode ouais, peut-être. un autre épisode sur waouh, comment est-ce Comment faites-vous? possible? Ouais, comment faites-vous? Bah, moi je dis souvent, hein, j'ai beaucoup dit dans les groupes de parole, que j'ai animé et co-animé pendant 6-7 ans, on est, pour moi, l'une des peut-être tu me diras le contraire, toi aussi dans tes groupes de parole, mais on est une des seules espèces qui peut parler des agressions sexuelles subies, en rigolant parce que c'est cool, en fait. Ouais. Et je l'ai vu de nombreuses fois. Et puis moi, à ce moment-là, je fais: «Venez les gars, on se projette 2 minutes, on imagine un groupe de femmes qui racontent ça et puis une femme qui raconte qu'un homme plus âgé, puis là, on rigole, c'est cool». C'est assez, fantastiquement terrifiant, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est possible aussi quand tu es complètement dissocié. Moi, je l'ai Oui, beaucoup fait ça, hein. J'ai beaucoup, c'est mon côté masculin sans doute. Non, dis-moi non, les mais j'ai autres. beaucoup fait ça, ouais. J'ai beaucoup, parlé de mes agressions subies, en rigolant avec un rire gras, en buvant des bières et en fumant des clopes. Donc, ouais, ouais, Oui, oui, mais c'est carrément. mmh, parce que vous, dans vos groupes de parole de féministes, vous buvez des bières et vous fumez des clopes? Ouais, on fait d'autres trucs aussi, mais ça va rester, secret. OK, j'avais une question, hem, est-ce que toi, dans ton quotidien aujourd'hui, dans le présent, tu as une ou plusieurs séquelles des violences sexuelles subies dans l'enfance qui t'encombrent encore aujourd'hui? Oh oui, oh Ouais? j'en ai plein, je pense. Ouais. Bah, je suis quand même quelqu'un, de d'hyper vigilant. J'ai quand même un truc de, il y a une porte qui claque dans l'appartement, que se passe-t-il? Je suis un peu comme ça. Ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais, ouais, le petit bruit, c'est comme une hypersensorialité et une hypersensibilité qui est tournée vers, qui est fléchée vers de l'anxiété, en fait. D'accord. Parce que ça pourrait être fléché vers d'autres choses. Genre: «Ah, je sens un petit courant d'air, c'est agréable». Non, non, c'est je sens un petit courant d'air, au secours. C'est un peu, j'exagère, mais c'est un peu ça le truc. Donc ouais, tout ce qui est lié à l'hyperréactivité à des bruits, à des stimuli extérieurs. Hem, je pense que j'aime pas être surprise. Ouais. J'ai un rapport à la Ouais. surprise, Je du coup, j'ai un truc de je bah ouais, confirme. j'ai un truc de contrôle, je pense. Ouais. Quand on est proche de l'église, on lui fait une fois une surprise pour voir comment ça marche et après on fait plus. Je Ouais, confirme. c'est genre, «Tu fais quoi? Qu'est-ce qui t'a pris?» Et le Ouais, consentement? et le consentement, c'est genre, voilà. Donc ça, clairement, c'est un problème et un truc de contrôle, je pense, de manière générale. C'est-à-dire que même si j'apprends à lâcher prise, même si je pense que ça va mieux qu'à une époque et tout, le contrôle, c'est difficile, ouais. Et j'ai tendance à vouloir aussi, du coup, contrôler un peu les réactions des autres ou à vouloir contrôler ce qui va se passer, genre la pluie, genre Alors moi, contrôler les réactions des autres, je te connais donc je vois pas de quoi tu parles. Alors, contrôler les réactions des autres, je veux dire,
anticiper, Ah oui, d'accord. voilà, Ah oui, ça, voilà, bienvenue au club. voilà, anticiper les réactions des autres Ouais, pour pouvoir, moi, m'adapter au cas et où. au cas où, voilà, et prévoir un peu les 12 scénarios possibles, du pire au moins pire, et avoir déjà tout sur la table et Et tout. quand tu dis du pire au moins pire, il y a un ordre de hiérarchisation? C'est Ah que... bah oui, oui, c'est Oui. hyper, c'est hyper organisé Ouais, dans mes ouais, classeurs, mes ouais, tiroirs, ouais. tout ça, c'est ouais, ouais. Il y a des dossiers de priorité, tout ça. Et ça, c'est épuisant. Mm. C'est épuisant parce que c'est une énergie qui est vraiment tournée vers quelque chose de, pour moi, complètement inutile. Rationnellement, je sais très bien que je ne peux pas contrôler, anticiper Mm. ce que vont faire les gens et je ne peux pas prévoir 50 solutions. Et surtout, souvent, comme j'envisage le pire, ça m'empêche d'envisager le mieux. Et que quand le mieux se produit, bah, je perds le contrôle. Ouais, Et du coup, je suis pas du tout contente parce que j'aime bien contrôler. Enfin, bon, ouais. tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, et puis moi, là-dessus, on est un peu pareil, Ah, OK, je même pense, beaucoup ouais. Ouais, pareil. ouais. Et moi, j'ai l'impression que dans ces séquelles qui restent, parce qu'on pourrait on pourrait se dire, bah, du coup, on s'en sort jamais, en fait. Mais moi, j'estime toi et moi, on s'en est sortis. Je te pose la question, toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu as l'impression de t'en être sorti? J'ai Si tu un as l'impression de t'en être sorti. J'ai l'impression que c'est le fait justement d'en parler tout le temps. Le fait que, dans le présent, ça soit un sujet et que je fasse pas semblant de pas avoir de problème de contrôle ou de moi hyper vigilante, pas du tout, c'est juste ma personnalité. Je suis un petit peu comme ça, je suis un peu réactive. Mmh. Et je suis aussi quelqu'un d'hypersensible, mais je veux dire, je sais que c'est autre chose et donc d'accepter que, bah, il y a des choses, reloues qui sont là, que tu as pas choisies, qui sont juste des réactions à des traumas passés et c'est, ton corps et ton esprit qui finit de processer ces trucs-là. Bah, d'embrasser ça, c'est quand même, c'est faire la paix, quoi. Et du coup, moi, je regarde ça presque avec tendresse ou avec, ouais, un truc d'apaisement. Ça me fait presque sourire, en fait. Je pense que le fait qu'on soit pareil, ça aide quand même beaucoup. Le fait qu'on puisse en parler au quotidien et que Oui, pareil, on tu veux dire le fait qu'on a envie d'en parler un peu tous les 2 au quotidien. ouais, Ouais. et que ce soit un sujet du coup, on désamorce, c'est pas grave du tout. Ça peut être un À sujet prendre en drôle, compte, ouais. c'est aussi on peut en rire ensemble, on peut dédramatiser. Et je pense aussi que j'ai l'impression que je m'en suis sortie parce que je continue de travailler, en fait. Et j'ai conscience que c'est un processus qui va jamais s'arrêter. Et c'est pas grave du tout. Ouais, ouais. Il y a pas de fin et il y a pas de ah, j'ai vécu des violences, j'ai fini, je suis soignée, c'est fini. Non, c'est tout le temps, tout le temps. Et à n'importe quel nouvel événement de la vie qui peut me redéclencher ou me re-trigger, comme on dit, bah, il va falloir retravailler. Et je sais pas qui peut se passer demain, et en positif comme en négatif. Et il va à chaque fois falloir retravailler. Une image qui me vient, on parle de plus en plus d'hygiène mentale. Ouais. Et en fait, j'aime bien cette image juste pour ça. C'est-à-dire que les gens disent pas: «Ça y est, je suis propre, je vais arrêter de me laver», en fait. Mm. Ah bah oui. Voilà. Non, mais c'est Ah pareil, en mais fait. complètement, ouais. C'est ce truc de On se dire, lave tous les c'est jours. de l'hygiène, en fait. Ouais. Donc ça s'arrête pas. Non. Donc effectivement, si tu vas en teuf et que tu rentres, tu te couches, avec, ton compagnon, ta compagne, sans te doucher, c'est un délire. C'est vraiment pas cool, mais tu peux pas le faire 2 jours de suite, en Ouais, fait. ouais, Enfin, ah bah voilà. carrément. Ouais, Donc c'est ce complètement. truc-là. C'est vraiment ce truc, de se dire, bah, ouais, en fait, c'est quelque chose pour moi qui me fait du bien, dont j'ai besoin au quotidien, donc je vais continuer Ouais, ouais, et l'hygiène, c'est une bonne ouais, analogie, je trouve, parce là-dessus, que ça c'est marche vraiment bien. ça, ouais. Ouais, ouais. C'est Et vraiment puis le. pareil, si t'es myope, faut faire des révisions, faut changer tes Ouais, lunettes, sinon ça te fait des migraines. Enfin, c'est le même principe, en fait. Et ce complètement. truc de c'est ce que font les sociétés, en tout cas les sociétés occidentales, de séparer constamment le corps et l'esprit, pardon. C'est de séparer le corps et l'esprit et c'est de dire, bah, l'esprit c'est ouais, ça marche tout seul et puis le corps, faut faire un peu Mm. attention, donc heu, m'est venue cette image de l'hygiène, en fait, Ouais, c'est pas ouais, parce ouais. qu'on est propre lundi qu'on se lave pas pendant un mois, en Ouais, fait, ouais, donc carrément. pour moi l'hygiène mentale, c'est pareil Mm. et sur ces questions-là, surtout quand on a conscience de ça et qu'on sait qu'il faut travailler, bah, c'est pas prévu pour s'arrêter. Ouais, C'est, ouais, ouais. on s'interroge toute sa vie, on se lève le matin toute sa vie, on fait attention aux 1 gestes qu'on fait dans la matinée toute sa vie, enfin voilà, hein. Ouais, et c'est cool. C'est Ah comme, bah, carrément. c'est pareil comme l'hygiène, c'est cool une fois que tu es sous la douche, tu es super content. Tu peut-être pas Ouais, envie d'y ouais, aller, mais exactement. ça fait vraiment du Ouais. bien, ça te détend, et pour moi, c'est pareil parce qu'il y a des personnes aussi parfois qui me disent: «Waouh, mais c'est toute la vie, tu as pas marre, c'est pas fatigant?» Bah oui, c'est en effet, ce que tu dis, se laver les dents tous les jours, à des moments, tu en as marre, mais Oui. ça fait du bien, quoi. Une fois que tu l'as fait, tu es content et là, c'est pareil. Enfin, pour moi, il y a un truc c'est aussi extrêmement satisfaisant et je pense que beaucoup de personnes qui ont vécu des violences sexuelles ont un rapport aux soins qui est compliqué. Et pour moi, c'est aussi super important de réinvestir ce truc-là de manière positive et de se dire ouais, ça fait vraiment du bien de prendre soin de soi, quoi. Mais pas soin de soi comme la société te dit en mettant des crèmes anti-rides ou Mmh. en mangeant, comme tu disais, je sais pas quoi. Et vraiment le vrai soin dont toi, tu as vraiment besoin profondément par rapport à ton parcours.
je rebondis sur une autre analogie que tu viens de faire que je trouve géniale sur les dents, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, moi, il y a un certain nombre de proches qui ont été moins proches et qui ont disparu des radars parce qu'il y avait pas de soins en santé mentale, en fait. Parce qu'à un moment donné, on Ouais, à un pouvait moment, plus, c'est voilà. difficile, Et en ouais. fait, l'analogie des dents fonctionne bien, en fait. Tu peux te dire: «Ouais, je m'en fous, je me brosse pas les dents tous les jours». Et puis tu peux te dire: «Bah, je m'en fous, je me brosse les dents une fois par mois» et puis tu vas voir que ton cercle proche va se restreindre, en fait, parce que tu pues de la bouche, en Ouais. fait. C'est aussi simple que ça et c'est Ouais. pareil, la santé mentale, c'est exactement pareil, en Ouais. fait. C'est-à-dire que ce que tu vas fabriquer, toi, en te brossant pas les dents du tout de toute ta vie, Mmh. tu vas mâcher des chewing-gums, tu vas faire rien, ce que tu vas fabriquer pour cacher ça et Ouais, comment c'est les gens ça. vont dire: «Bah, non, on va pas aller au resto ensemble, on va pas prendre un taxi ensemble, on va pas discuter ensemble». Bah, ta vie sociale, ça va être ça, en fait, tu Mmh. vois? Sauf si tu fais des gens qui font exactement comme toi. Ouais. Voilà et je ne parle pas des masculinistes. Mais voilà et donc c'est un problème et Ah ouais, donc ouais, j'aime bien cette carrément. analogie avec les dents parce que et si les gens se disent: «La santé mentale, c'est l'hygiène», c'est-à-dire Ouais. que je me lave, je consulte ou je me prends en charge. Mmh. Heu, la santé mentale, c'est comme les soins bucco-dentaires, je me brosse les dents, donc je prends soin de ma santé mentale. C'est Ouais, après, il y a un problème économique. Enfin, il y a clairement complètement, un problème d'accès aux complètement. soins en général et d'accès aux soins. Enfin, voilà, tout ce qui est santé mentale, c'est quand même difficile d'accès pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Moi, j'en sais quelque chose, j'ose même pas calculer le nombre d'argent que j'ai mis dans les thérapeutes depuis que, depuis que j'en vois. Et je me suis mise dans des situations. Enfin, j'ai emprunté de l'argent à des gens parce que c'était ma priorité, quoi. Je me suis vraiment mise dans la merde financièrement parce que ça a été ma priorité et parce qu'à l'époque, en plus, il y avait pas de soins remboursés, même si aujourd'hui, ça aussi, c'est très critiquable parce que la manière dont ça existe, Ouais. enfin, ça aussi, c'est un autre débat, mais bref, enfin, c'était super difficile et ça reste aujourd'hui, des choses quand même très, très chères Oui et là où tu ou saturées et ou saturées. voilà, cher et ou saturé et puis là où tu dis aussi un truc, hyper intéressant, truc de priorité, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les gens, enfin tous les gens, n'existe pas. Mais les gens priorisent en permanence. Ah Il bah, y a on est rien qui obligé. leur demande de prioriser la santé mentale. Ouais, mais c'est aussi le problème un peu de la marchandisation de la santé mentale. Ouais. Parce que moi, je dirais pas que la société n'incite pas les gens à prendre en charge leur santé mentale. Je dirais que la société incite les gens à consommer des produits de santé mentale dans une logique capitaliste, comme de consommer autre chose, en fait. C'est ça le problème. C'est que ça intéresse la société capitaliste tant qu'il y a un profit derrière ou qu'on peut récupérer leur data, tu vois. Mais sinon, que vraiment les gens se soignent pour eux, être plus heureux, aller mieux, etc., ça n'intéresse personne. Enfin, dans cette société-là, c'est quoi l'intérêt? Et c'est Et ça le problème, je pense. et pour moi, c'est un peu la partie, qui vraiment me fait envie de Mmh. dire, j'ai pas fait tout ça que pour moi Bien sûr. et que bah, parce que voilà, hein, dans l'expérience de mon quotidien, j'ai vu aussi que des choses que j'ai pu déposer ici et là dans deux trois trucs, ça a pu, favoriser certaines trajectoires à 1, 2, 3 personnes et cetera et moi, j'aime bien ce truc de un peu comme ce que tu disais tout à l'heure que j'ai vraiment kiffé cette phrase de c'est, un être humain qui a essayé de me détruire et c'est un être humain qui m'a réparé et ben, de dire, bah, dans cette société-là, j'ai failli finir écrabouillé et ben, je peux être Ouais, de un retourner ouais, je peux être comme retourner le stigmate, ouais. exactement, je peux être un levier pour, permettre que cette société aille un peu mieux, Ouais. à une petite échelle et pour moi, c'est hyper important. Puis j'ai toujours été partisan de petits trucs que tu peux faire, et donc je sais bien que des petites choses qu'on fait à un moment, on va aller à un endroit, poser une phrase, dire un truc, ça nous a impacté, ça a Ouais. changé notre trajectoire. Moi, je suis très friand de ça, en fait. Il y a des gens qui m'ont dit des choses que j'oublierai jamais. C'est une phrase, Mmh. dans un Ah bah, ouais, contexte, ouais, et ça change cetera. ta vie, en fait. Ouais et donc si ça, c'est possible, voilà, moi, je racontais cette histoire où, à un moment donné, je pense que tu vas te reconnaître aussi, dans mon parcours, il était super important de mettre à distance les gens, malveillants, toxiques, trop silencieux sur certaines questions. Donc voilà, j'ai fait un peu le ménage, notamment auprès de ma famille, où j'ai vraiment coupé beaucoup de ponts. Et quelques années plus tard je me suis dit qu'il fallait que je passe un appel à toutes les personnes qui ont été des ressources pour moi quand j'étais enfant. Et il y en avait pas beaucoup. C'est un coup de fil, un seul. Et j'ai appelé cette personne et je lui ai dit ce qu'elle m'a dit quand j'étais en sixième Ouais. que je n'ai jamais oublié, en Mmh. fait. Et pareil et ce truc-là me sert quand on parle avec des adultes, qu'on travaille, sur la prévention, sur comment on accompagne les plus jeunes et cetera, de dire, on a l'impression d'être complètement démunis face à certaines choses qu'on nous raconte. Mmh. Et en fait, juste dire à l'enfant, «Je t'ai entendu, je t'ai cru, je suis là pour toi», Ah bah, oui, c'est ça change super tout, ouais, précieux, bien quoi. sûr. Parce que l'enfant n'oublie jamais ça. Bien sûr, C'est-à-dire que tu bien as sûr. besoin, ta construction après, de dire, «Dans quel monde d'adulte j'ai grandi, De en te fait?» raccrocher, ouais, 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 ouais. il y avait cette personne-là qui m'a Mmh. dit ça, ça a pesé énormément dans la balance, quoi. Et ça, c'est important. Et je pense que pour moi, ma petite part de rendre un peu ce que j'ai reçu, c'est Elda, en fait, Mmh. précisément, quoi.
Ouais, et pour rebondir sur ce que tu disais aussi, moi j'ai l'impression que le fait d'accompagner des gens, d'être dans ce système de pair et danse, moi, auquel je crois énormément, Mmh. permet aussi de continuer à travailler sur soi, en fait. Complètement. C'est vraiment le prolongement, une autre manière de continuer à travailler des choses qui ont besoin d'être travaillées. Parce que pour moi, il n'y a pas de position haute, en fait. On n'est pas Mmh. on n'est pas des sachants qui expliquons, nous on sait, vous êtes là, on va vous expliquer la vie, on va vous expliquer comment vous réparer. Non, on échange sur, on est tous victimes, ou on est tous concernés par la Et on question, a et tous mis on en place plein de échange, choses pour que ça voilà, fonctionne. exactement. Et on apprend autant des récits des gens et de leurs difficultés que de nous-mêmes, en fait, et des réflexions qu'on a sur nous. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant de pouvoir continuer. Il y a de la pérédance, il y a de l'entraide, il y a quelque chose. Et puis moi, j'ai ce truc d'humain, pour moi, qui est vraiment. Moi, ce serait plutôt ça, le cœur, la boucle qui se boucle. C'est vraiment de remettre l'humain au centre, quoi. De se dire, bah, moi aussi, je peux participer de cette réparation humaine et d'apporter ma part d'humanité comme ça, en fait. Ça me semble hyper Et à ce important pour moi. ouais et à ce titre-là, quand on avait parlé de la lancement de la campagne de financement participatif pour Ouais, Elda, moi j'étais hyper réticent parce que j'avais jamais fait de campagne et cetera et de voir, comment chaque jour une personne va déposer un truc, va dire: «Oui, je ouais. soutiens». C'est C'est extraordinaire. concret, c'est Ah, super c'est concret. extraordinaire ce C'est que tu as des fait. humains, en fait. C'est Ouais, ça, ouais. c'est des humains qui Ouais et puis soutiennent, en fait. C'est c'est pas. ce truc de la défaite du silence en fait. C'est Ouais, que et de dire, j'en profite, que ça peut paraître bizarre mais, il y a quelque chose de qui est aussi fort dans les gens qui contribuent et qui restent anonymes. C'est ah, c'est carrément. c'est hyper fort et Mmh. donc merci à toutes ces personnes, c'est extraordinairement, positif pour nous et voilà, je voulais juste ajouter ça parce que c'était important, quoi. Ouais. Moi, je veux revenir, sur un truc, une partie de la question, c'est intéressant, à laquelle tu n'as pas répondu tout à l'heure, que je t'ai posée, qui était, sur l'hypersexualité, qui était, qu'est-ce que ça fait de vivre avec une Ah autre oui! hypersexuelle? Non, mais pour moi, le fait qu'on se soit rencontrés, en tant qu'hypersexuels, tous les 2, a, généré des discussions, qui font qu'on est en couple aujourd'hui pour moi. Ces longs moments où on a échangé, en tant qu'amis, pour moi, on commençait à fabriquer la relation avant même qu'on Ouais. s'en rende compte. Moi, c'est ma théorie là-dessus et heu et en fait, on se comprend. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc justement, comme, le body count est une bonne question chez nous, bah, nos histoires passées sont pas un sujet, douloureux, bizarre, qu'il faut, Ouais, non. nos histoires passées font clairement partie de notre construction. En tout cas, ça rabat les cartes d'une dynamique de couple d'une manière, pour moi, Ouais, super importante, en fait. OK. Donc, 2 hypersexuels qui sont revenus de cette hypersexualité et qui ont pu, l'étudier, j'ai envie de dire, Au sans au microscope, ouais. microscope, bah, c'est super intéressant, en fait, parce que ça raconte tout, ça rabat les cartes, rebat les cartes au niveau du désir, de l'excitation, de comment, le corps peut aussi tromper le cerveau et inversement Ouais. et c'est super précieux et pour moi, il y a, pas comment dire, mais il y a, quelque chose d'hyper apaisant, en fait, D'accord. où, ça m'autorise à continuer à pas me regarder avec Ouais, OK. honte ou embarras. Mmh. Embarras si, on peut être embarrassé quand on a eu, une vie, intime chaotique, mais il y a pas de honte à avoir traversé ce que j'ai traversé, et ce qu'on a traversé mutuellement, c'est quelque chose qui est ouvert dans nos conversations et ça nous permet aussi de oui, c'est un rétroviseur, en fait, qui voit en permanence, par où on est. On n'est pas obligé de toujours regarder le rétro parce que ça se passe devant, mais ça nous permet de savoir comment on est arrivé jusque-là et moi je trouve ça super important. Ouais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que en tant que femme, heu, tout de suite, l'hypersexualité, est perçue, enfin, est transformée dans la société comme du slut shaming, en fait. Et c'est ça qui est pour moi, moi, cette expérience-là, elle est très spéciale parce que j'ai l'impression que quand tu es dans l'hypersexualité, tu indiques aussi, à l'extérieur, c'est comme si tu tirais une sonnette d'alarme quand même. Tu indiques qu'il y a un problème et la manière dont c'est lu Ouais. par la société, voilà, patriarcale, sexiste et cetera, c'est de dire, «Ouais, c'est une salope, en fait» Mmh. ou «une traînée» ou enfin, voilà, toute cette sémantique-là et qui n'a fait que renforcer mon image dégradée de moi-même à l'endroit de la sexualité. Enfin, c'est une espèce de cercle vicieux dont tu peux pas te sortir et moi, j'ai l'impression qu'en plus, le fait que, donc moi, je m'identifie comme queer, mais ou bisexuel, pansexuel, ça me va aussi comme terme. Le fait de ne pas être hétéro était aussi à un moment, a créé beaucoup de confusion par rapport à mon hypersexualité. C'est comme si ça se mélangeait. C'est en fait, est-ce que, pour le dire de manière assez crue, est-ce que, c'est un peu je couche avec n'importe qui, peu importe le genre, l'orientation sexuelle et cetera, parce que j'ai un problème à l'endroit de la sexualité?
ou est-ce que c'est vraiment mon identité, mon orientation sexuelle? Il y a du chaos dans le chaos, en fait. Ok. Et aussi, bah, j'ai été incestée par un homme et une femme. Donc, du coup, est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que j'ai cette orientation-là? Ou est-ce que tout ça est super compliqué quand même? Et ça rajoute aussi de la confusion dans le regard des autres qui se disent, ou qui te disent plutôt, qui te renvoient le fait que bah, t'as quand même t'as pas de limite, t'as un problème. Et moi, on m'a rarement dit que je me mettais en danger. Enfin, ce que je trouve intéressant dans ton récit, toi, de ton hypersexualité, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment valorisé, l'hypersexualité masculine, parce que ça vient conforter l'idée de la Mm. virilité, le patriarcat, blablabla. Et que, évidemment, à l'inverse, l'hypersexualité féminine est totalement dévalorisée. Et c'est un prétexte supplémentaire pour des violences, en fait, sexistes. Et qui surtout est il y a une mise en danger qui me semble quand même plus importante, chez les femmes ou les minorités, de genre qui peuvent être dans ces comportements-là et que la société laisse complètement à la dérive. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu peu d'amis, par exemple, qui m'ont dit: «Meuf, il y a un problème, tu te mets en danger, tu fais n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe?» J'en ai eu, hein, heureusement Mhm. et je remercie ces personnes-là parce que c'est vraiment précieux quand toi, tu es dans le tourbillon du chaos, mais il y en a pas assez, quoi et même des thérapeutes aussi, qui n'étaient pas des bons thérapeutes, ou en tout cas, clairement qui me convenaient pas, mais je pense qu'on peut dire quand même que c'était pas des bons thérapeutes, qui, traitent pas ce sujet-là, en fait et qui vont traiter d'un point de vue, ouais, moral, sociétal et qui voient pas que, bah, c'est clairement une réponse à quelque chose. Ce que tu disais très justement tout à l'heure qui, moi, résonne énormément, c'est ce truc de tu as appris à faire lien comme ça. Mm. Et donc, toute ta vie, en fait, rends compte que la sexualité a occupé une place presque quotidienne depuis ton plus jeune âge. Et moi, je sais que j'ai vraiment eu besoin d'avoir une période clairement d'abstinence totale, choisie, en me disant, voilà, pendant 2 ans, rien en fait. Aucune forme d'intimité et une introspection, une réflexion autour de ça. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ouais, voilà, comment je relationne avec les gens, comment je rentre dans l'intimité de quelqu'un, comment j'accepte que quelqu'un rentre dans mon intimité et ça a permis de mettre en place des limites et des frontières qu'il n'y a jamais eu, en fait. C'est comme si, Oui, tu avant j'étais une réinitialisais le maison système. ouverte avec les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes en permanence et que, bah, rentre qui veut, tu peux toquer ou pas, enfin, c'est un peu genre, ouais, c'est un genre de self-service et qui est vraiment l'illustration de, comment j'ai été traitée, en fait. Donc je trouve ça intéressant, et moi, juste pour finir là-dessus, ce que je trouve précieux dans le fait d'être, 2 ex hypersexuels, on va dire, dans une relation d'intimité, c'est vraiment, chez moi l'absence de jugement moral. Parce que moi, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup enfin ouais, qu'on a en tout cas vraiment mis sur la table, ce truc de, «Ouais, mais Mm. quand même» ou alors pire, qu'on a essayé d'exploiter, en disant: «Ouais, c'est bon, tu couché avec X personnes, tu fais n'importe quoi, tu peux bien faire ça». Mm. Non. Non, ça n'a rien à voir et moi, je rajouterais, un truc, je vais dire biphobe, parce que Oui. c'est vraiment aussi, ce qui a été rajouté de toute façon, les bisexuels, ils couchent avec tout le monde, ils, savent pas Savent choisir. Ouais. choisir, voilà et puis il y a ce truc de genre, ils sont délurés, Mm. et je pense que ça rajoute une couche supplémentaire encore. Oui, et puis ce que tu dis est super intéressant sur comment, pour deux comportements miroirs, parce que tu es une femme et parce que je suis un homme, la société ne le regardera pas de la même manière. On en a déjà beaucoup Carrément. parlé. Et moi, si je m'étais pas réveillé, la société ne m'aurait jamais dit je pense qu'on a un problème en fait.